Elle est une illégale. J'ai rapporté elle moi-même. Elle sera déportée par matin. Madame O'Brien avait vanté 6 ans il y a, pas sachant Alia était une citoyenne née naturelle. Cérémonie de citoyenneté. La famille O'Brien a assisté pour une cousine. Le juge fédéral était annoncé. Alia est marchée dedans portant des robes judiciaires. Connor a laissé tomber son programme. Sa mère a serré sa poitrine. C'est la femme que vous faussement avez rapportée. Oui, Alia a souri. 3 enfants dans la rangée de devant ont agité. Salut maman, nous vous voyons. La cousine de Connor a chuchoté. Pourquoi ces enfants regardent exactement comme Connor? Madame O'Brien avait besoin d'attention médicale. Mais avant nous plongeons dans l'histoire complète, laissez-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commençons. Je pense nous devrions nous marier un jour. Connor O'Brien a regardé à travers la table à Alia Johnson. Ils se sont assis dans un petit restaurant sur le côté sud de Chicago. C'était un samedi matin en novembre, 6 ans il y a. Le restaurant sentait comme café et bacon. Autres personnes ont mangé petit déjeuner autour d'eux. Connor a tenu sa tasse de café avec les 2 mains. Alia a souri. Un jour. Peut-être bientôt, Connor a dit. Son visage a tourné un peu rouge. Je veux dire, quand vous finissez l'école, quand nous sommes prêts. Alia a atteint à travers la table et a touché sa main. J'aimerais cela. Ils avaient été ensemble pour 2 ans. Connor était 29 ans vieux. Il a travaillé à la compagnie immobilière de son père dans le centre-ville de Chicago. La compagnie était appelée O'Brien Development Corporation. Son père a bâti le business sur 30 ans. Connor portait des costumes pour travailler tous les jours. Il a vécu dans un appartement cher à Lincoln Park que ses parents ont acheté pour lui. Alia était 28 ans vieille. Elle a étudié sciences politiques à l'Université Northwestern. Elle voulait être une avocate un jour. Elle a vécu dans un petit appartement sur le côté sud. Elle a payé loyer avec argent de prêt étudiant et son travail à temps partiel à la bibliothèque universitaire. Son appartement était petit, mais propre. Elle a gardé des livres sur chaque surface. Ils ont rencontré 2 ans il y a à un café près du campus. Connor a vu Alia lisant un livre épais sur droit constitutionnel. Il a demandé, elle, ce qu'elle pensait à propos de cela. Ils ont parlé pour 3 heures. Connor a manqué une réunion au travail ce jour-là. Il ne se souciait pas. Ma mère nous a invités à dîner semaine prochaine, Connor a dit. Il a regardé vers le bas à son assiette. Le sourire d'Alia est devenu plus petit. L'a-t-elle fait? C'est gentil. Elle a dit « Elle veut vous connaître mieux », Connor a dit. Mais sa voix n'a pas sonné sûre. Alia savait de la vérité. Patricia O'Brien ne voulait pas la connaître mieux. Patricia voulait-elle départir? Alia avait rencontré la mère de Connor 4 fois. Chaque fois, Patricia a souri avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. Patricia a posé des questions qui sonnaient polies, mais sentaient cruelles. Questions comme « D'où est votre famille? » et « Que font vos parents? Et comment vous permettez Northwestern? » Les parents d'Alia sont morts dans un accident de voiture quand elle était 17 ans vieille. Elle a vécu avec sa tante Dorothy à Chicago après cela. Elle a travaillé 2 emplois pour payer pour le collège communautaire. Puis elle a gagné une bourse à Northwestern. Elle a dit à Patricia tout de ceci une fois. Patricia a dit « Comme c'est triste », mais n'a pas posé plus de questions. Connor savait sa mère avait un problème avec Alia, mais il ne l'a pas dit à voix haute. Il voulait tout le monde s'entendre. Il voulait sa mère voir ce qu'il a vu, qu'Alia était brillante et gentille et belle. Il a cru temps réparerait tout. « Je viendrai à dîner », Alia a dit. « Mais Connor, vous avez besoin de parler à votre mère. » « Je sais, » Connor a dit. « Je le ferai, je promets. » Mais il ne l'a pas fait. 3 semaines plus tard, Alia s'est assise dans sa salle de bain, regardant un bâton en plastique. Le mot enceinte a montré dans la petite fenêtre. Ses mains ont tremblé. Elle a pris un second test. Enceinte, elle a pris un 3e test. Enceinte, elle a appelé Connor. « Pouvez-vous venir tout de suite? » Connor a entendu quelque chose dans sa voix. « Tout est bien? Juste venez, s'il vous plaît. »
Connor est conduit de son bureau dans le centre-ville de Chicago à l'appartement d'Aaliyah sur le côté sud. Il a pris 35 minutes dans le trafic. Quand il est arrivé, Aaliyah a ouvert la porte. Ses yeux étaient rouges. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Connor a demandé. Il a marché à l'intérieur et a fermé la porte. Aaliyah lui a tendu les 3 tests de grossesse. Connor les a regardés. Il a regardé Aaliyah. Il a regardé les tests à nouveau. « Sont ceux-ci réels? » Il a demandé. « Oui, en effet, » Aaliyah a dit. Sa voix était calme. Connor a posé les tests sur la table. Il a marché à Aaliyah et a enroulé ses bras autour d'elle. « C'est bien, tout est bien. »« C'est ça? » Aaliyah a demandé. Elle a commencé à pleurer. « Votre mère me déteste déjà. Qu'est-ce qu'elle va dire à propos de ceci? Je ne me soucie pas ce qu'elle dit. » Connor a dit. Mais même comme il l'a dit, il savait ce n'était pas complètement vrai. Il se souciait trop. « Nous avons besoin de voir un docteur, » Connor a dit. « Nous avons besoin de nous assurer que vous êtes en bonne santé. Nous allons tout comprendre. » Une semaine plus tard, ils se sont assis dans un bureau de docteur dans le centre-ville. Le docteur était une femme avec cheveux gris et yeux gentils. Son nom était Dr. Martinez. Elle a mis du gel froid sur l'estomac d'Aaliyah. Elle a déplacé un petit appareil à travers la peau d'Aaliyah. Une image est apparue sur l'écran à côté de la table d'examen. Il y a le premier, Dr. Martinez a dit. Elle a pointé à l'écran. Connor s'est penché en avant. Il a vu une petite forme qui ressemblait à un haricot. Et il y a le second, Dr. Martinez a dit. Aaliyah a fait un son. Second. Et il y a le troisième, Dr. Martinez a dit. Elle les a regardés et a souri. Vous avez des triplés? La pièce était silencieuse pour 5 secondes. Puis Connor a commencé à rire. Ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire choqué. Un rire qui signifiait sa vie entière juste à changer. Aaliyah a regardé l'écran. 3 bébés. 3 bébés grandissant à l'intérieur de son corps. 3 bébés à nourrir et vêtir et élever. 3 bébés que la mère de Connor haïrait. « Êtes-vous sûr? » Aaliyah a demandé. « Je suis sûr, Dr. Martinez a dit. Félicitations. » Cette nuit, Connor est allé à la maison de ses parents à Lincoln Park. La maison était grande et chère. Chaque pièce avait des meubles chers. Photos de famille couvraient les murs. Photos de Connor et sa sœur plus jeune Rachel. Photos de vacances et une famille et remise de diplômes et mariage. Le père de Connor, Thomas, s'est assis dans le salon lisant le journal. Sa mère, Patricia, était dans la cuisine. Connor a demandé à eux deux de s'asseoir. Il avait besoin de leur dire quelque chose. Thomas a plié son journal. Patricia a séché ses mains sur une serviette et s'est assise sur le canapé. Connor s'est tenu devant eux. Aaliyah est enceinte. Connor a dit « Nous avons des triplés. » Thomas était silencieux pour un moment. Puis il a dit « Félicitations, fils. » Le visage de Patricia est devenu blanc. Elle n'a rien dit. Elle a regardé Connor comme il venait de lui dire quelqu'un est mort. « Maman, » Connor a dit. Patricia s'est levée. Elle a marché hors de la pièce. Connor a entendu ses pas montant les escaliers. Il a entendu une porte se fermer. Connor a regardé son père. « Que fais-je? » Thomas a soupiré. « Donnez-lui du temps. C'est un choc. »« Un choc, » Connor a dit. Il a senti de la colère monter dans sa poitrine. « J'ai des enfants. C'est supposé être bonne nouvelle. »« C'est bonne nouvelle, » Thomas a dit. Mais sa voix était fatiguée. « Votre mère a certaines idées sur comment la vie devrait être. Cela ne correspond pas à ses idées. » Connor savait ce que son père voulait dire. Patricia avait des idées sur qui devrait épouser qui, sur à quoi les familles devraient ressembler, sur quelle couleur de peau ses petits-enfants devraient avoir. La sœur de Connor, Rachel, est descendue. Elle a tout entendu de sa pièce. Elle a étreint Connor. « Je suis heureuse pour vous, » Rachel a dit. « Ces bébés sont chanceux de vous avoir comme père. » Mais Rachel semblait inquiète. Elle connaissait leur mère. Elle savait Patricia n'accepterait pas ceci. 2 jours plus tard, Aaliyah a rencontré Patricia à un café dans le centre-ville de Chicago. Patricia a suggéré la réunion.
Elle a appelé Alia et a dit « Elle devrait me parler femme à femme ». Alia est arrivée tôt. Elle portait son meilleur pull et des jeans propres. Elle était 6 mois enceinte, mais maintenant, son estomac commençait à montrer. Elle s'est assise à une petite table près de la fenêtre et a attendu. Patricia est arrivée exactement à l'heure. Elle portait un manteau cher et portait un sac à main en cuir. Elle s'est assise en face de Alia. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas enlevé son manteau. « Merci de me rencontrer », Alia a dit. Patricia a hoché la tête. Elle a commandé du thé de la serveuse. Elle n'a pas demandé à Alia si elle voulait quelque chose. « Je voulais vous parler des bébés », Alia a dit. Ses mains étaient pliées sur la table. « Je sais ce n'est pas ce que vous attendiez, mais j'aime Connor et je serai une bonne mère. J'espère nous pouvons être famille. » Patricia a regardé Alia. Ses yeux bleus étaient froids. « J'espère les bébés auront une grand-mère qui les aime. » Alia a continué. « J'espère nous pouvons passer au-delà de n'importe quel problème que vous avez avec moi. » « J'espère ces bébés détruiront l'avenir de mon fils, » Patricia a dit. Sa voix était calme mais dure. Alia a arrêté de parler. Les mots l'ont frappé comme un coup de poing. « Excusez-moi, Alia a dit. « Vous m'avez entendu, » Patricia a dit. Et elle s'est levée. Elle a mis de l'argent sur la table pour le thé qu'elle n'a pas bu. « Je suis désolé, mais ceci est la vérité. » Patricia est sortie du café. Alia s'est assise seule à la table. Gens autour d'elle ont parlé et ont ri. La serveuse a apporté le thé de Patricia. Alia a fixé la tasse. Elle a mis sa main sur son estomac. Elle a senti un des bébés bouger à l'intérieur d'elle. Larmes ont coulé sur son visage. Elle savait quelque chose de terrible venait. Elle l'a senti profond dans ses os. Cette nuit, Patricia O'Brien s'est assise dans son bureau à domicile. La maison était calme. Thomas était endormi. Rachel était à son propre appartement. Connor était probablement avec Alia. Patricia a ouvert son ordinateur portable. Elle a tapé des mots dans la barre de recherche « Immigration et douanes application rapportant ». Elle a lu pour 1 heure. Elle a appris que n'importe qui pourrait rapporter quelqu'un il suspectait d'être dans le pays illégalement. Elle a appris que même de faux rapports pourraient déclencher des investigations. Elle a appris que des investigations pourraient détruire des vies. Patricia a fixé l'écran. Ses mains étaient sur le clavier. Elle a pensé à son fils. Elle a pensé à des petits-enfants avec peau brune. Elle a pensé à ce que les gens à l'église diraient, ce que ses amis diraient, ce que cela signifierait pour le nom de famille O'Brien. Elle a pris une décision. Patricia a ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Elle a tapé le numéro de téléphone pour la ligne d'information de l'immigration et douanes application. Elle a fixé le numéro sur l'écran. Son doigt a bougé vers son téléphone. Il était 11 heures la nuit. La maison était silencieuse. Elle pouvait entendre l'horloge tic-tac sur le mur. Elle pouvait entendre sa propre respiration. Elle a composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois. Une femme a répondu. Ligne d'information IC. Comment puis-je vous aider? La voix de Patricia était calme. Je veux rapporter quelqu'un qui est dans le pays illégalement. Quel est le nom de la personne? L'opératrice a demandé. Alia Johnson, Patricia a dit. Elle a épelé le nom de famille. John. Quelle est l'adresse? Patricia a lu l'adresse d'un morceau de papier. C'était l'immeuble d'appartement d'Alia sur le côté sud de Chicago. Connor a mentionné l'adresse 1 fois. Patricia l'a écrit. De quel pays est cette personne? L'opératrice a demandé. Jamaïque, Patricia a dit. Elle n'avait aucune idée d'où la famille d'Alia venait. Elle a juste choisi un pays. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne est ici illégalement? Elle utilise de faux documents, Patricia a dit. Une fausse carte de sécurité sociale, fausse identification. Elle travaille illégalement à l'Université Northwestern. Comment connaissez-vous cette information? Je suis une citoyenne concernée, Patricia a dit. J'ai vu ces documents. Ils semblaient faux.
L'opératrice a tapé des informations dans son ordinateur. Patricia pouvait entendre le clavier cliquer à travers le téléphone. Merci pour cette information, l'opératrice a dit. Nous allons investiguer. Puis-je avoir votre nom et information de contact? Je préfère rester anonyme, Patricia a dit. C'est bien, l'opératrice a dit. Nous allons regarder cela. Merci d'appeler. L'appel a fini. Patricia a posé son téléphone sur le bureau. Ses mains tremblaient maintenant. Elle a supprimé l'appel de son historique de téléphone. Elle a fermé l'ordinateur portable. Elle est allée à l'étage au lit. Elle n'a pas dormi cette nuit. 3 jours sont passés. Alia est allée à ses classes à Northwestern. Elle a étudié dans la bibliothèque. Elle a senti les bébés bouger à l'intérieur d'elle. Elle était 6 mois enceinte. Son dos faisait mal tout le temps. Elle était fatiguée tout le temps. Mais elle a continué. Connor est venu à son appartement chaque soir. Il a apporté de la nourriture. Il a frotté ses pieds. Il a parlé de nom de bébé. Il a dit tout serait bien. Alia voulait le croire. Le 4e jour, Alia s'est réveillée à 6 heures le matin. Il faisait encore sombre dehors. Décembre à Chicago était froid et sombre. Elle allait dormir pour 1 heure de plus, puis elle se préparerait pour la classe. Quelqu'un a frappé fort sur sa porte d'appartement. Le son était fort et dur. Boum, boum, boum. Alia s'est assise dans son lit. Son cœur a commencé à battre vite. Elle a mis sa robe. Elle a marché à la porte. Qui est-ce qu'elle a appelé? Agents fédéraux? Ouvrez la porte! L'estomac d'Alia a chuté. Elle a regardé à travers le judas. 2 personnes se tenaient dehors. Ils portaient des vestes sombres. Ils ont tenu des badges jusqu'au judas. Les mains d'Alia ont tremblé. Elle a ouvert la porte. 2 agents ICE se tenaient dans le couloir. Un était un homme avec une barbe grise. Un était une femme avec des cheveux courts noirs. Ils ont tous les 2 semblé sérieux. Alia Johnson, l'homme, a demandé. Oui. Alia a dit. Sa voix était petite. Je suis agent Martinez. C'est agent Kim. Nous sommes avec l'immigration et douanes application. Nous avons besoin de vous poser quelques questions. Il doit y avoir une erreur. Alia a dit. Je suis une citoyenne des États-Unis. Nous avons reçu un rapport que vous êtes ici illégalement. Agent Kim a dit. Vous avez besoin de venir avec nous pour interrogatoire. Puis-je voir un mandat? Alia a demandé. Elle a pris une classe de droit constitutionnel semestre dernier. Elle savait à propos de mandat. Nous n'avons pas besoin d'un mandat pour interrogatoire, agent Martinez a dit. Mais si vous refusez de coopérer, nous pouvons en obtenir un. Nous pouvons aussi vous arrêter pour obstruction. Alia a regardé vers le bas à son estomac enceinte. Elle a pensé aux 3 bébés à l'intérieur d'elle. Elle a pensé à être arrêtée. Elle a pensé à la prison. Puis-je appeler mon avocat? Alia a demandé. Vous pouvez appeler de notre bureau. Et Jean Kim a dit, habillez-vous, apportez identification, certificat de naissance si vous en avez un, carte de sécurité sociale, passeport, n'importe quoi qui prouve citoyenneté. Je suis une citoyenne, Alia a dit à nouveau. Larmes ont rempli ses yeux. Je suis né à Boston. Mes parents sont nés aux États-Unis. Il y a une erreur. Alors, vous n'avez rien à vous inquiéter. Agent Martinez a dit, habillez-vous. Alia est retournée dans son appartement. Les agents se tenaient dans l'embrasure de la porte, la regardant. Elle est allée à sa chambre. Elle a mis des jeans et un pull. Ses mains tremblaient si fort elle pouvait à peine boutonner les jeans. Il ne convenait plus bien. Son estomac était trop gros. Elle a trouvé ses documents dans un dossier dans son placard. Certificat de naissance de l'hôpital général de Boston, carte de sécurité sociale, passeport. Elle les a mis dans son sac à main. Elle a pris son téléphone. Elle voulait appeler Connor. Agent Kim a secoué sa tête. Pas d'appel avant-après interrogatoire. Agent Kim a dit. Ils ont marché Alia hors du bâtiment. Ses voisins l'ont regardé de leurs embrasures de porte. Une femme plus âgée à qui Alia disait toujours bonjour semblait effrayée.
Un homme avec 2 enfants est regardé fixement. Les agents ont mis Alia à l'arrière d'une voiture sombre. Ce n'était pas une voiture de police. C'était juste une voiture régulière. Ils ont conduit au centre-ville à un bâtiment fédéral. Le bâtiment était grand et gris. Ils ont pris Alia à l'intérieur. Ils sont passés par la sécurité. Ils l'ont emmenée à une petite pièce au 3e étage. La pièce n'avait pas de fenêtre. Il avait une table et 3 chaises. Une caméra était montée dans le coin du plafond. La pièce était très froide. « Asseyez-vous », Agent Martinez a dit. Alia s'est assise. Elle a mis ses mains sur son estomac. Un des bébés a donné un coup de pied. Elle a essayé de respirer lentement. Les agents se sont assis en face d'elle. Agent Kim a ouvert un dossier et elle a sorti un stylo. « Nom complet ?» Agent Kim a demandé. « Alia Marie Johnson. Date de naissance, 14 avril 1986. Lieu de naissance, Boston, Massachusetts. Hôpital général de Boston. Nom des parents David Johnson et Michelle Johnson, tous les deux nés aux États-Unis, tous les deux décédés. » Agent Kim a tout écrit. Agent Martinez a regardé le visage d'Alia. « Nous avons reçu un rapport que vous êtes de Jamaïque, que vous utilisez de faux documents. Est-ce vrai? » « Non, » Alia a dit. Sa voix était plus forte maintenant. « C'est complètement faux. Je suis né à Boston. J'ai vécu aux États-Unis toute ma vie. Je suis une citoyenne des États-Unis. »« Avez-vous une preuve? » Agent Martinez a demandé. Alia a ouvert son sac à main et elle a sorti son certificat de naissance. Elle l'a tendu à Agent Martinez. Il l'a regardé pour un long temps. Il l'a tenu à la lumière. Il a touché le papier. « Ceci pourrait être faux. » Il a dit. « Ce n'est pas faux, » Alia a dit. « Appelez l'hôpital. Appelez l'État du Massachusetts. Vérifiez vos propres bases de données. » Elle leur a donné sa carte de sécurité sociale, son passeport. Agent Kim a pris des photos de tout avec son téléphone. Elle a quitté la pièce. Elle est revenue 20 minutes plus tard et a chuchoté quelque chose à Agent Martinez. Ils ont fait Alia attendre. Elle s'est assise dans la pièce froide pour des heures. Elle a demandé de l'eau. Ils lui ont apporté une petite tasse. Elle a demandé à utiliser la salle de bain. Agent Kim l'a accompagnée dans le couloir et s'est tenue dehors la porte de la salle de bain. Alia s'est regardée dans le miroir de la salle de bain. Son visage était gonflé de pleurer. Ses yeux étaient rouges. Elle a touché son estomac. « Je suis désolée », elle a chuchoté à ses bébés. « Je suis si désolée. » Ils l'ont interrogée pour 6 heures. Ils ont demandé à propos de ses parents, à propos de son éducation, à propos de son appartement, à propos de son travail à la bibliothèque, à propos de son compte bancaire, à propos de tout. À 2 mois dans l'après-midi, Agent Martinez a finalement parlé. « Vos documents vérifient. Vous êtes une citoyenne des États-Unis. Vous êtes libre de partir. » Alia a senti tout son corps se détendre. « Alors, ceci est fini. L'investigation immédiate est finie, Agent Kim a dit. Mais votre nom est maintenant dans notre base de données. Le rapport contre vous est en dossier. » « Mais vous savez, le rapport était faux, » Alia a dit. « Nous allons noter cela dans le dossier, » Agent Martinez a dit, « mais le dossier reste ouvert pour l'instant. » Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas expliqué pourquoi quelqu'un la rapporterait. Ils ont juste ouvert la porte et lui ont dit elle pouvait partir. Alia est sortie du bâtiment. Il était 4 heures dans l'après-midi. Elle avait été là pour 10 heures. Le soleil descendait déjà. Chicago était froid et sombre. Elle a pris le train retour au côté sud. Elle était épuisée. Ses pieds faisaient mal. Son dos faisait mal. Les bébés bougeaient beaucoup. Il pouvait probablement sentir son stress. Quand elle est arrivée à son immeuble d'appartement, elle a vu quelque chose sur sa porte, un papier blanc. Elle a marché plus près. Avis d'expulsion. Les mots étaient imprimés en grandes lettres noires. Alia a tiré le papier de la porte. Elle l'a lu. Son propriétaire l'expulsait. La raison donnée. Locataire sous investigation fédérale. Elle avait 30 jours pour partir.
Les jambes d'Alia ont arrêté de fonctionner. Elle s'est assise sur le sol dans le couloir dehors son appartement. Elle a tenu l'avis d'expulsion dans sa main. Elle a commencé à pleurer. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a essayé d'appeler Connor. Il est allé à la messagerie vocale. Elle a essayé à nouveau. Messagerie vocale. Il était probablement en réunion tout le jour. Il avait toujours des réunions les mercredis. Elle a laissé un message. Connor, quelque chose de mal s'est passé. S'il vous plaît, appelez-moi, s'il vous plaît. Elle est allée à l'intérieur de son appartement. Elle a fermé la porte à clé. Elle s'est assise sur son canapé. Elle a attendu. Connor a rappelé à 7h cette nuit. Alia, je suis désolé. J'étais en réunion tout le jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alia lui a dit tout. Les agents à sa porte, l'interrogatoire, l'avis d'expulsion. Elle a pleuré pendant qu'elle parlait. Connor a écouté. C'est fou, Connor a dit. Sa voix était en colère. Ceci est illégal. Mon père a des avocats, bons avocats. Nous allons réparer ceci. Votre famille a des avocats, Alia a dit. Votre famille a de l'argent. Votre famille a du pouvoir. Mais Connor, quelqu'un m'a rapporté. Quelqu'un connaissait mon adresse. Quelqu'un voulait ceci m'arriver. Connor était silencieux. Qui savait j'étais enceinte? Alia a demandé. Qui savait où je vivais? Connor n'a pas répondu, mais Alia savait il pensait la même chose qu'elle pensait. Je ne peux pas faire ceci, Alia a dit. Sa voix était plate maintenant, vide. Je ne peux pas me marier dans une famille qui veut me détruire. Alia, non, s'il vous plaît, nous allons comprendre ceci. J'ai besoin de protéger mes bébés, Alia a dit. C'est tout ce que je me soucie maintenant. J'ai besoin de les protéger. Je vais vous protéger, Connor a dit. Je vais vous protéger tous. Mais Alia ne le croyait plus. Connor était un bonhomme, mais il n'était pas assez fort. Il ne serait jamais assez fort pour se tenir contre sa famille. Après que l'appel a fini, Alia s'est assise seule dans son appartement sombre. Elle a pris une décision. Elle ne pouvait pas rester à Chicago. Elle ne pouvait pas rester n'importe où près de la famille O'Brien. Elle avait besoin de disparaître. Elle a appelé sa tante Dorothy à Milwaukee. Dorothy a répondu à la seconde sonnerie. Alia, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé. Alia a commencé à pleurer à nouveau. Tante Dorothy, j'ai besoin d'aide. Dites-moi ce qui s'est passé, Dorothy a dit à travers le téléphone. Sa voix était calme et stable. Alia a dit à sa tante tout à propos des agents fédéraux, à propos de l'interrogatoire, à propos de l'avis d'expulsion, à propos de la famille de Connor. Elle a parlé pour 15 minutes sans arrêter. Dorothy a écouté chaque mot. Venez ici. Dorothy a dit quand Alia a fini. Venez à Milwaukee. Venez cette nuit. Je ne peux pas vous demander de faire cela, Alia a dit. Vous avez votre propre vie, votre propre travail. Vous êtes ma famille, Dorothy a dit. Vous êtes tout ce qu'il me reste de ma sœur. Ces bébés sont mon sang. Venez ici. Nous allons tout comprendre. Alia a regardé autour de son petit appartement, à ses livres sur les étagères, aux photos sur les murs, à la vie qu'elle a essayé de bâtir à Chicago. D'accord, Alia a dit. Je viendrai demain matin. Avez-vous besoin que je vienne vous chercher? Dorothy a demandé. Non, je prendrai le bus. Je serai là par midi. Après que l'appel a fini, Alia a commencé à emballer. Elle n'avait pas beaucoup. La plupart de ses meubles sont venus avec l'appartement. Elle a emballé ses vêtements dans une valise. Elle a emballé ses documents importants dans son sac à dos, son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale, son passeport, ses relevés de notes universitaires, tout ce qui prouvait qui elle était. Elle a regardé les photos sur son mur. Photos d'elle et Connor. Photos de temps plus heureux. Elle les a enlevées. Elle les a mises dans une boîte. Elle ne savait pas si elle les regarderait à nouveau un jour. À 5 heures le matin, Alia a quitté son appartement. Le bâtiment était sombre et silencieux. Elle a porté sa valise en bas les escaliers. Elle a laissé ses clés sur le comptoir de la cuisine.
Elle a fermé la porte derrière elle. Elle a pris un taxi à la gare routière Greyhound dans le centre-ville de Chicago. Le chauffeur de taxi était un homme plus âgé qui n'a pas posé de questions. Les rues étaient vides. La ville dormait encore. À la gare routière, Alia a acheté un billet aller simple pour Milwaukee. Il a coûté 32 $. Elle avait 200 $ restants dans son compte bancaire. Elle aurait besoin d'être très prudente avec l'argent. Elle s'est assise dans la zone d'attente. Autres personnes attendaient des bus aussi. Une femme avec 3 enfants. Un homme en uniforme militaire. Un adolescent avec des écouteurs. Tout le monde semblait fatigué. Le bus pour Milwaukee est parti à 7 le matin. Alia est montée et a trouvé un siège près de l'arrière. Elle a mis sa valise dans le compartiment supérieur. Elle s'est assise et a regardé par la fenêtre. Le bus est sorti de la station. Chicago a disparu derrière elle. Les grands bâtiments, les rues animées, le lac, Connor, tout ce qu'elle connaissait. Elle a éteint son téléphone portable. Elle a sorti la batterie. Elle savait que Connor essaierait de l'appeler. Elle savait qu'il essaierait de la trouver, mais elle ne pouvait pas le laisser. Pas maintenant. Peut-être pas jamais. Le trajet en bus a pris 2 heures. Alia a regardé l'autoroute passer. Elle a mis sa main sur son estomac. Les bébés étaient calmes ce matin. Elle s'est demandé s'ils pouvaient en sentir ce qui se passait, s'ils savaient leur mère s'enfuyait. Pendant ce temps, à Chicago, Connor s'est réveillé à 8h le matin. Il s'est habillé rapidement. Il avait besoin d'aller à l'appartement d'Alia. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de tout réparer. Il a conduit au côté sud. Il a garé devant son bâtiment. Il est monté et a frappé à sa porte. Pas de réponse. Il a frappé à nouveau. « Alia, c'est moi. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Rien. Une voisine a ouvert sa porte. C'était la femme plus âgée qui vivait à côté d'Alia. Son nom était Madame Washington. Elle est partie tôt ce matin. Madame Washington a dit « Je l'ai vue avec une valise vers 5e heure. » Le cœur de Connor a chuté. A-t-elle dit où elle allait? Non, elle est juste partie. Connor a essayé d'ouvrir la porte d'Alia. Elle était fermée à clé. Il a appelé son téléphone. Il est allé directement à un message qui disait le téléphone était éteint. Il a appelé à nouveau. Même message. Il s'est assis sur le sol dans le couloir. Il a appelé son père. Papa, j'ai besoin d'aide. Alia est partie. J'ai besoin de la trouver. Thomas O'Brien a écouté son fils, puis il a dit « Venez à mon bureau, nous allons comprendre ceci. » Connor a conduit à O'Brien Development Corporation. Son père attendait dans son bureau. Thomas avait 65 ans. Il avait des cheveux gris et des yeux fatigués. Il a bâti sa compagnie de rien. Il était un homme pratique. « Dites-moi tout », Thomas a dit. Connor lui a dit à propos de la grossesse, à propos des agents ICE, à propos de l'expulsion, à propos d'Alia disparaissant. Thomas était silencieux pour un long temps, puis il a dit « Je vais engager un investigateur, un bon. Nous allons la trouver. » « Merci, Connor a dit. Il a senti comme il pouvait respirer à nouveau. Thomas a fait un appel téléphonique. Dans 1 heure, un investigateur privé nommé Robert Chen est arrivé au bureau. Robert avait 50 ans. Il a travaillé comme détective pour le département de police de Chicago pour 25 ans. Maintenant, il a travaillé pour lui-même. « J'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, » Thomas a dit. Il a donné à Robert toutes les informations d'Alia, son nom complet, sa date de naissance, sa dernière adresse connue, son numéro de téléphone. Robert a pris des notes. A-t-elle de la famille n'importe où? Connor a essayé de se souvenir. Elle a une tante. Je pense qu'elle vit dans le Wisconsin. Peut-être Milwaukee. Je ne suis pas sûr. Quel est le nom de la tante Dorothy? Connor a dit. Je ne connais pas son nom de famille. Robert l'a écrit. Je vais commencer à chercher. Ceci pourrait prendre du temps. Elle a éteint son téléphone. Cela signifie qu'elle ne veut pas être trouvée. Trouvez-la quand même, Connor a dit. S'il vous plaît, Robert a travaillé pour 3 semaines. Il a cherché des registres publics,
Il a appelé des hôpitaux. Il a contacté des universités. Il a cherché des transactions par carte de crédit. Il a cherché des registres téléphoniques. Il n'a rien trouvé. Alia Johnson était un nom commun. Il y avait des centaines de Alia Johnson aux États-Unis. Il y avait 12 Alia Johnson en Illinois seul. Sans un téléphone actif ou utilisation de carte de crédit, elle était impossible à suivre. Robert est rapporté à Thomas. « Je suis désolé. Je ne peux pas la trouver. Elle a disparu complètement. » Connor est refusé de le croire. Il a cherché pour elle lui-même. Il a conduit à l'université Northwestern. Il a parlé à ses professeurs. Ils ont dit Alia s'est retirée de toutes ses classes. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas où elle est allée. Il est allé à la bibliothèque où elle a travaillé. Sa superviseure a dit Alia a démissionné sans donner de préavis. Elle a juste arrêté de se présenter. Connor est rentré à son appartement. Il n'a pas mangé. Il n'a pas dormi. Il a fixé son téléphone espérant Alia appellerait. Elle ne l'a jamais fait. Sa sœur Rachel est venue pour vérifier sur lui. Elle a apporté de la nourriture. Elle a essayé de le faire parler. Elle reviendra, Rachel a dit, quand elle est prête, quand les choses se calment. Et si elle ne le fait pas? Connor est demandé. Et si quelque chose de mal arrive? Elle est 6 mois enceinte de triplé. Elle est seule. Et si quelque chose tourne mal? Rachel n'avait pas de réponse. Connor est allé à la maison de sa mère. Patricia était dans la cuisine faisant du thé. Elle a levé les yeux quand Connor est entré. « L'avez-vous trouvé? » Patricia a demandé. « Non, » Connor a dit. Sa voix était plate. Elle est partie. Complètement partie. Patricia s'est détournée. Peut-être c'est pour le mieux. Pour le mieux. La voix de Connor est devenue forte. Elle est enceinte de mes enfants, 3 enfants, et elle a disparu. Comment est-ce pour le mieux? Connor, vous avez besoin de penser à votre avenir, Patricia a dit. À propos de la compagnie, à propos de cette famille, peut-être elle est partie parce qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas prête pour cette vie. Connor a fixé sa mère. Il voulait croire Alia l'aimait. Mais le doute a commencé à grandir dans son esprit. Peut-être sa mère avait raison. Peut-être Alia ne voulait pas vraiment ceci. Peut-être elle ne le voulait pas. À Milwaukee, Alia est arrivée à la station Greyhound à 9h30 le matin. Tante Dorothy attendait. Dorothy avait 60 ans. Elle avait des cheveux gris et des yeux bruns chauds. Elle portait son uniforme d'infirmière. Elle a pris une pause de son corps à l'hôpital St. Mary pour chercher Alia. Dorothy a étreint Alia pour un long temps, puis pas... Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste tenu sa nièce. Ils ont conduit à l'appartement de Dorothy. C'était un petit endroit de 2 chambres dans un quartier calme. Le bâtiment était vieux mais propre. Dorothy vivait au 3e étage. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis, » Dorothy a dit. « Restez aussi longtemps que vous avez besoin. » Alia a commencé à pleurer. « Merci, merci beaucoup. » Ce premier jour, Alia a dormi pour 14 heures. Son corps était épuisé. Son esprit était épuisé. Elle a dormi à travers l'après-midi et la nuit. Elle s'est réveillée le lendemain matin à 11 heures. Dorothy lui a fait du thé et des toasts. Ils se sont assis à la petite table de cuisine. « Dites-moi tout, » Dorothy a dit. Alia lui a dit chaque détail à propos de Connor, à propos de sa mère, à propos des agents ICE, à propos d'être interrogé pour 10 heures, à propos de perdre sa maison. Le visage de Dorothy est devenu dur. « Cette femme a appelé l'immigration sur vous. »« Je pense ainsi, » Alia a dit. « Je ne peux pas le prouver, mais qui d'autre savait j'étais enceinte? Qui d'autre voulait que je parte? »« C'est mal, » Dorothy a dit. « C'est du pur au pur mal. »« Je sais, » Alia a dit. Elle a touché son estomac. « Mais j'ai besoin de me concentrer sur les bébés maintenant. C'est tout ce qui compte. »« Vous pouvez rester ici, » Dorothy a dit. « Nous allons faire en sorte que cela fonctionne. Il sera serré avec 5 personnes dans cet appartement, mais nous allons faire en sorte que cela fonctionne. » 3 mois sont passés. L'estomac d'Alia est devenu plus grand. Elle ne pouvait pas travailler.
Elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle a juste attendu. Elle a regardé la télévision. Elle a lu des livres. Elle a essayé de ne pas penser à Connor. Par une nuit froide en mars, Alia a senti la première contraction. Il était 10 morts la nuit. Elle était couchée dans son lit. Une douleur aiguë a traversé son estomac. Et Dorothy est obéie. Dorothy est venue en courant. Elle a jeté un regard sur le visage d'Alia et a su. Nous avons besoin d'aller à l'hôpital. Dorothy a dit, ils ont conduit à l'hôpital Saint Mary. Dorothy a travaillé là. Elle connaissait toutes les infirmières. Elle a fait enregistrer Alia rapidement. Le travail a duré 18 heures. C'était douloureux et effrayant. Alia a crié. Elle a pleuré. Elle a tenu la main de Dorothy si fort elle a laissé des marques. Les docteurs ont livré 3 bébés, 2 garçons, une fille. Ils étaient poètes mais en bonne santé, 5 livres chacun. Une infirmière a apporté les bébés à Alia. Elle a tenu tous les 3 d'entre eux. Elle a regardé leur visage. Ils avaient tourné. Ils avaient les yeux de Connor, des yeux bleus vifs. Quels sont leurs noms? L'infirmière a demandé. Alia a regardé sa tante, puis elle a regardé ses bébés. Marcus, elle a dit, touchant le premier garçon. Miles, elle a dit, touchant le second garçon. Maya, elle a dit, touchant la fille. L'infirmière a écrit les noms sur des bracelets d'hôpital. Elle les a mis sur 3 petits poignets. Nom du père? L'infirmière a demandé. Le cœur d'Alia s'est brisé, mais elle a dit, inconnu. Juste, inconnu. Cette nuit, Alia a tenu ses bébés endormis. La pièce était sombre. Dorothy dormait dans une chaise à côté du lit. Alia a regardé Marcus, Miles et Maya. Elle leur a fait une promesse. « Je vous donnerai une bonne vie », elle a chuchoté. « Je deviendrai quelqu'un de puissant. Personne ne vous blessera jamais comme ils m'ont blessé. Je promets. » 2 jours plus tard, Alia a ramené Marcus, Miles et Maya à la maison, à l'appartement de Dorothy. Les bébés étaient si petits. Ils rentraient dans des sièges auto que Dorothy a empruntés à une autre infirmière à l'hôpital. Alia s'est assise sur le siège arrière entre eux. Elle les a regardés respirer. Elle avait peur ils arrêteraient de respirer. L'appartement semblait encore plus petit maintenant. 3 lits de bébés rentraient à peine dans la chambre de Dorothy. Dorothy a insisté, les bébés dorment dans sa pièce. Alia dormirait sur le canapé dans le salon. Les premières semaines étaient les plus dures. Les bébés ont pleuré tout le temps. Marcus a pleuré la nuit. Miles a pleuré pendant le jour. Maya a pleuré chaque fois qu'elle avait faim, ce qui était toutes les 2 heures. Alia n'a pas dormi plus de 1 heure à la fois. Elle les a nourris, a changé leurs couches, les a tenus quand ils ont pleuré. Elle a fait de la lessive chaque seul jour. 3 bébés ont fait beaucoup de lessive. L'appartement sentait toujours comme formule pour bébé et couche sale. Dorothy a aidé autant qu'elle pouvait, mais Dorothy a travaillé des quarts de 12 heures à l'hôpital. Elle a travaillé 4 jours par semaine. Quand Dorothy était à la maison, elle était épuisée. « Je suis désolée, je ne peux pas faire plus », Dorothy a dit un matin. Elle se préparait pour le travail. « Vous faites tout », Alia a dit. Elle a tenu Maya dans un bras et un biberon dans l'autre main. « Vous nous avez donné une maison qui est tout. » Quand les bébés avaient 6 mois, Alia savait qu'elle avait besoin de travailler. Elle n'avait plus d'argent. Dorothy a payé pour le loyer et la nourriture, mais ils avaient besoin de couches. Ils avaient besoin de formules. Ils avaient besoin de vêtements parce que les bébés grandissaient vite. Alia a trouvé un emploi à une épicerie 10 pâtés de maison plus loin. Le magasin était appelé Murphy's Market. Il était ouvert 24 heures. Ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler le quart de nuit de 11 la nuit jusqu'à 7 le matin. Le travail payait 9 $ par heure. Alia a pris le travail. Son emploi du temps est devenu un cauchemar. À 10h30 la nuit, elle a embrassé les bébés au revoir. Ils étaient habituellement endormis. Dorothy était à la maison de son quart d'hôpital. Alia a marché à l'épicerie parce qu'elle n'avait pas de voiture. La marche a pris 25 minutes. Elle a travaillé toute la nuit. Elle a rempli des étagères, elle a nettoyé des sols. Elle a organisé la pièce de rangement.
Ses pieds faisaient mal. Son dos faisait mal. Elle était toujours fatiguée. À 7 heures le matin, elle a marché à la maison. Dorothy se préparait à partir pour le travail. Ils avaient 15 minutes ensemble. Marcus n'a pas bien dormi, Dorothy dirait. Il a pleuré de 3 jusqu'à 5. Merci de prendre soin d'eux, Alia dirait. Puis Dorothy est partie et Alia a pris le relais. Elle a nourri 3 bébés petit déjeuner. Elle a changé 3 ensembles de couches. Elle a joué avec eux sur le sol. Elle a chanté des chansons. Elle a lu des livres même s'ils étaient trop jeunes pour comprendre. À 2 heures dans l'après-midi, tous les 3 bébés ont fait une sieste en même temps. C'était le temps d'Alia pour étudier. Elle s'est inscrite à des cours en ligne pour finir son diplôme de premier cycle. Elle s'est retirée de Northwestern quand elle a quitté Chicago, mais elle a trouvé un programme en ligne à travers l'Université du Wisconsin. Le programme était moins cher. Elle pouvait faire le travail chaque fois qu'elle avait du temps. Elle s'est assise à la table de cuisine avec son ordinateur portable. Elle a lu des manuels à propos de sciences politiques et d'histoire. Elle a écrit des essais. Elle a pris des examens. Ses yeux faisaient mal d'être fatiguée. Sa tête faisait mal. Mais elle a continué à travailler. Elle a mangé pendant qu'elle étudiait. Habituellement des sandwichs au beurre de cacahuètes ou des nouilles ramen, nourriture bon marché qui remplissait son estomac. Elle a donné la meilleure nourriture au bébé. Elle a donné à Dorothy la meilleure nourriture. Elle a mangé tout ce qui restait. Certains jours, elle n'avait que 100 ans. Elle a acheté du pain et du beurre de cacahuètes. C'était assez pour 3 jours. Les bébés se sont réveillés à 4 heures dans l'après-midi. Alia les a nourris à nouveau, les a changés à nouveau, a joué avec eux à nouveau. À 7 la nuit, Dorothy est rentrée du travail. Ils ont fait dîner ensemble. Ils ont mangé pendant que les bébés jouaient sur une couverture sur le sol. À 8 la nuit, Alia a mis les bébés au lit. Puis elle a dormi pour 2 heures sur le canapé. À 10h30, son réveil a sonné. Elle s'est levée et a marché au travail à nouveau. Chaque jour était le même. Travailler toute la nuit, prendre soin des bébés tout le jour, étudier pendant de la sieste, dormir 2 heures, le faire à nouveau. Alia a pleuré parfois. Elle a pleuré dans la pièce de rangement de l'épicerie pendant sa pause. Elle a pleuré dans la douche quand les bébés étaient endormis. Elle a pleuré parce qu'elle était si fatiguée, parce que son corps faisait mal, parce qu'elle n'avait pas d'argent, parce qu'elle était seule, mais elle n'a jamais pleuré devant les bébés. Elle leur a souri, elle leur a chanté, elle leur a dit tout serait bien. Quand Marcus, Miles et Maya avaient 9 mois, Alia a commencé à étudier pour le LSAT. Le LSAT était l'examen d'entrée à l'école de droit. Elle avait besoin d'un score élevé pour entrer dans une bonne école de droit. Elle avait besoin d'une bourse parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a acheté un livre de droit. Elle a écrit pourquoi elle voulait être une procureure fédérale pour s'assurer le système qui l'a blessée ne blesserait jamais de personnes innocentes à nouveau. 2 ans sont passés. Alia a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'Université du Wisconsin au sommet de sa classe. Elle avait 33 ans. Marcus, Miles et Maya avaient 5 ans maintenant. Ils étaient à la maternelle dans une école publique à Madison. Le jour de la remise des diplômes était en mai. C'était un samedi matin ensoleillé. La cérémonie était dehors sur la pelouse du campus. Des centaines de diplômés portaient des toges et des mortiers noirs. Les familles remplissaient des chaises. Ils tenaient des fleurs et des caméras. Alia s'est assise avec sa classe de droit. Elle a regardé dans le public. Tante Dorothy était là. Marcus, Miles et Maya se sont assis à côté d'elle. Les enfants portaient de beaux vêtements. Dorothy les a aidés à se préparer ce matin-là. Quand le doyen a appelé le nom d'Alia, les triplés se sont levés et ont applaudi. D'autres personnes dans le public ont souri. Certains ont ri. Alia a traversé la scène. Elle a serré la main du doyen. Elle a reçu son diplôme. Elle a regardé ses 3 enfants. Ils applaudissaient et sautaient. Elle a ressenti de la fierté, mais elle a aussi ressenti du chagrin. Connor devrait être ici. Il devrait voir ceci. Ses enfants devraient avoir leur père ici. Mais cette vie était partie. Elle a bâti cette vie seule.
et elle était fière de cela aussi. Après la cérémonie, Dorothy a pris des photos. Alia dans sa robe tenant le diplôme, Alia avec les triplés, tous ensemble. Votre maman serait si fière, Dorothy a dit. Ses yeux étaient humides. J'aimerais qu'elle soit ici, Alia a dit. Elle est ici. Dorothy a dit. Elle regarde. Un mois plus tard, Alia est passé l'examen du barreau de Wisconsin. L'examen durait 2 jours. Il testait tout ce qu'elle avait appris en 3 ans de faculté de droit. Elle a étudié pendant 8 semaines avant l'examen. Chaque matin avant que les enfants ne se réveillent, chaque nuit après qu'ils se soient endormis, elle a mémorisé les règles, les affaires et les procédures. L'examen s'est déroulé dans un grand centre de congrès à Milwaukee. Des centaines de personnes ont passé l'examen en même temps. Tout le monde était assis à de longues tables. La pièce était complètement silencieuse, sauf le bruit des crayons sur le papier. Le premier jour testait les connaissances juridiques. Le deuxième jour testait la rédaction d'essais et les compétences pratiques. La main d'Alia lui faisait mal d'écrire. Son cerveau lui faisait mal de penser. Mais elle a fini. Les résultats sont arrivés 3 mois plus tard. Alia a vérifié en ligne. Elle a réussi. Elle a obtenu un score dans les 10% supérieurs de tous les candidats. Elle était officiellement avocate maintenant. Les offres d'emploi sont venues rapidement. Des cabinets d'avocats à Milwaukee et Madison voulaient l'embaucher. Ils offraient de bons salaires, 90 000 $ par an. Certains offraient 100 000 $. C'était plus d'argent qu'Alia n'avait jamais imaginé. Elle a grandi pauvre. Elle a élevé 3 enfants avec presque rien. Maintenant, les gens voulaient la payer autant d'argent, mais elle n'a pas accepté les emplois des cabinets d'avocats. Elle a postulé au bureau du procureur de district de Milwaukee à la place pour être procureur. Le poste payait 65 000 $ par an, beaucoup moins que les cabinets d'avocats, mais cela lui donnait de l'expérience en salle d'audience. Elle a été embauchée comme procureure de district adjointe. Elle a commencé en septembre. Sa première affaire était un vol. Un homme a volé une station-service avec un couteau. Il y avait des preuves vidéo. Il y avait des témoins. C'était une affaire claire. Mais Alia était nerveuse. C'était sa première fois dans une vraie salle d'audience en tant que vraie avocate. Elle portait un costume bleu foncé. Elle portait un dossier avec toutes ses notes. L'avocat de la défense était un homme plus âgé nommé Tom Bradley. Il avait 30 ans d'expérience. Il a regardé Alia et a souri. Il pensait qu'elle serait facile à battre. Il avait tort. Alia a présenté ses preuves clairement. Elle a contre-interrogé l'accusé. Elle a parlé au jury avec confiance. Sa voix était forte et claire. Le jury a déclaré l'accusé coupable. Alia a gagné sa première affaire. Sa deuxième affaire était une agression. Un homme a frappé sa petite amie et lui a cassé le nez. Alia a interrogé la victime. Elle a préparé la femme à témoigner. Elle a présenté des dossiers médicaux et des photos. L'avocat de l'accusé a essayé de faire valoir que la femme mentait. Alia a détruit cet argument. Elle a montré les preuves. Elle a montré le schéma d'abus. Coupable. Elle a gagné à nouveau. À la fin de sa première année, Alia a jugé 12 affaires. Elle a gagné les 12. Les juges l'ont remarqué. D'autres procureurs lui ont demandé conseil. Les avocats de la défense ont appris à ne pas la sous-estimer. Pendant ce temps, Alia a économisé de l'argent. Elle vivait prudemment. Elle ne dépensait de l'argent que pour les choses nécessaires. Après 1 an, elle avait assez économisé pour un acompte sur une maison. Elle a trouvé une petite maison dans un quartier sûr de Milwaukee. C'était une vieille maison. Elle avait besoin de réparation, mais elle avait 3 chambres. Une pour elle, une pour Marcus, une pour Miles et Maya à partager. La maison coûtait 110 000 $. Alia a mis 10 000 $. Elle a obtenu un prêt immobilier pour le reste. Le jour du déménagement était en novembre. Dorothy est venue aider. Ils ont transporté des cartons et des meubles à l'intérieur. Les triplés ont couru dans les pièces vides. « Oh, j'ai ma propre chambre !» Marcus a crié.
Moi aussi, Miles a crié. Maya a couru vers Alia. Maman, c'est notre maison. Oui, bébé, c'est notre maison. Cette nuit-là, après que tout fut déballé, Alia s'est assise dans son nouveau salon. Les meubles étaient vieux. Elle en avait acheté la plupart dans des magasins d'occasion, mais c'étaient les leurs. Elle a pensé à 6 ans plus tôt, à être sans abri et enceinte, à dormir sur le canapé de Dorothy, à n'avoir rien. Maintenant, elle avait une maison, une carrière, 3 enfants en bonne santé. Elle a fait ça elle-même. À Chicago, Connor avait 35 ans. Il dirigeait la O'Brien Development Corporation. L'entreprise se portait bien. Il s'est étendu dans 5 États. Il a acheté des propriétés au Michigan, en Indiana, au Wisconsin, en Ohio et en Iowa. L'entreprise valait plus maintenant que du vivant de son père. Connor a pris de bonnes décisions commerciales. Il a embauché de bonnes personnes. Il a travaillé dur, mais il n'avait aucune passion pour le travail. Il allait au bureau tous les jours. Il assistait aux réunions. Il signait des contrats. Il rentrait chez lui dans son appartement vide. Il vivait dans le même appartement de luxe à Lincoln Park, les mêmes meubles chers, la même vue sur la rivière Chicago. Rien n'a changé. Sa sœur Rachel lui rendait souvent visite. Elle s'inquiétait pour lui. Tu dois faire quelque chose, Rachel a dit un dimanche. Elle a emmené ses 2 enfants visiter leur oncle. Tu dois sortir. Tu dois avoir une vie. J'ai une vie, Connor a dit. Il était assis sur son canapé. Les enfants de Rachel jouaient par terre. Ce n'est pas une vie, Rachel a dit. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu t'assieds ici seul. Ce n'est pas vivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Connor a demandé. Je veux que tu essayes, Rachel a dit. Je veux que tu laisses quelqu'un entrer. Mais Connor ne pouvait pas. Chaque femme qu'il rencontrait, il la comparait à Alia. Aucune n'était à la hauteur. Aucune ne lui faisait ressentir ce qu'Alia lui faisait ressentir. Il avait 35 ans, riche, réussi et complètement seul. Patricia avait maintenant 66 ans. Elle vivait seule dans la grande maison familiale à Lincoln Park. Thomas était mort. Connor lui rendait à peine visite. Rachel rendait visite par devoir, mais leur conversation était froide. Patricia savait pourquoi Connor était distinct. Elle savait qu'il suspectait quelque chose, mais elle ne lui a jamais dit la vérité. Elle portait son secret comme un poids sur sa poitrine. Elle allait à l'église tous les dimanches. Elle priait. Elle prenait des médicaments pour l'aider à dormir, mais le sommeil n'aidait pas. Elle rêvait d'Alia, d'agents fédéraux, de petits-enfants qu'elle ne rencontrerait jamais. À Milwaukee, la réputation d'Alia a grandi. Après 2 ans en tant que procureur de district adjointe, son dossier était parfait. 24 affaires, 24 victoires, 0 défaite. Un jour de mars, Alia a reçu un appel téléphonique à son bureau. « Mademoiselle Johnson, mon nom est Karen Williams. Je suis une recruteuse juridique pour le gouvernement fédéral. » Alia s'est redressée. « Comment puis-je vous aider? » Le bureau du procureur des États-Unis recherche des procureurs talentueux. Votre nom nous a été recommandé. Seriez-vous intéressé par un entretien pour un poste? Le bureau du procureur des États-Unis. C'était un grand pas en avant. Les procureurs fédéraux s'occupaient de crimes graves. Crime organisé, corruption, trafic de drogue, terrorisme. Oui, Alia a dit, je serais très intéressé. Excellent. Le poste est basé à Milwaukee. Pouvez-vous venir à notre bureau pour un entretien la semaine prochaine? Alia a passé 5 tours d'entretien. Elle a rencontré des procureurs fédéraux. Elle a rencontré des agents du FBI. Ils lui ont posé des questions difficiles. Ils ont examiné ses dossiers. Ils lui ont posé des questions sur son parcours. Un intervieweur a demandé « Pourquoi voulez-vous être procureur fédéral? » Alia a dit la vérité. « Parce que je comprends ce qui se passe quand le système fédéral est utilisé comme une arme contre des personnes innocentes. Je veux m'assurer que la justice est rendue équitablement. Je veux utiliser mon pouvoir pour protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. » L'intervieweur a pris des notes. « Dites-moi plus à ce sujet. » Alia lui a parlé des agents de l'ICA,
d'être interrogée alors qu'elle était enceinte, d'avoir tout perdu, d'avoir reconstruit sa vie. Cela a dû être difficile, l'intervieweur a dit. Ça l'était, Elia a dit. Mais ça m'a fait comprendre la loi d'une manière que je n'aurais jamais faite autrement. Ça m'a rendu meilleur à ce travail. 6 mois plus tard, Elia a reçu une lettre d'offre. Le bureau du procureur des États-Unis voulait l'embaucher. Le salaire était de 95 000 $ par an. Le poste a commencé en septembre. Alia a appelé le professeur Ross pour lui dire « Je ne suis pas surpris. » Le professeur Ross a dit « Vous étiez faite pour ça. Ce n'est que le début. » Le début de quoi? Alia a demandé. Un jour, vous serez juge, le professeur Ross a dit. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alia a raccroché le téléphone. Elle a regardé autour de son bureau. Elle a pensé au tribunal fédéral, à se tenir devant un juge portant la robe noire, à avoir ce genre de pouvoir. Elle s'est faite une promesse. Elle deviendrait une procureure fédérale. Puis elle deviendrait une juge fédérale. Elle serait celle qui prendrait les décisions concernant la justice et la loi. Le même système qui avait essayé de la détruire serait sous son contrôle. Un an a passé. Alia avait maintenant 34 ans. Elle travaillait comme procureure fédérale à Milwaukee. Elle s'occupait de cas majeurs, trafic de drogue, accusations d'armes, corruption publique. Elle poursuivait des gens qui faisaient du mal aux autres, des gens qui enfreignaient des lois graves. Son dossier était toujours parfait. Chaque cas qu'elle a poursuivi s'est terminé par une condamnation ou un plaidoyer de culpabilité. Les juges fédéraux respectaient ses arguments juridiques. Les agents du FBI ont demandé à travailler avec elle parce qu'elle était minutieuse et intelligente. Marcus, Miles et Maya avaient 6 ans maintenant. Ils étaient en première année. Marcus aimait lire. Il lisait des livres sur l'espace et les animaux. Miles aimait le basketball. Il jouait dans la cour tous les jours. Maya aimait dessiner. Elle dessinait des photos de leur famille avec des crayons. Alia a embauché une babysitter nommée Madame Chen. Madame Chen avait 60 ans. Elle est venue de Taïwan il y a 20 ans. Elle allait chercher les enfants à l'école tous les jours. Elle les gardait jusqu'à ce qu'Alia rentre du travail. Alia gagnait bien sa vie maintenant, 100 000 $ par an. Elle a acheté une meilleure voiture. Elle a économisé de l'argent pour l'éducation universitaire des enfants. Elle leur a donné une vie stable. Un mardi matin d'avril, Alia était à son bureau dans le bâtiment fédéral. Elle se préparait pour un procès, une affaire de corruption contre un fonctionnaire de la ville qui acceptait des pots de vin. Son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un indicatif régional de Washington, D.C. C'est Alia Johnson, elle a répondu. Mademoiselle Johnson, mon nom est David Martinez. J'appelle du Bureau de la politique juridique au département de la justice des États-Unis. Alia s'est redressée. Le département de la justice n'appelait pas à moins que ce ne soit important. Comment puis-je vous aider? Elle a demandé. Votre nom a été soumis pour examen en vue d'un poste de juge fédéral. Un siège s'est ouvert à la Cour de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois. Êtes-vous intéressé à être considéré? Le cœur d'Alia s'est arrêté. Un poste de juge fédéral. Les juges fédéraux servaient à vie. Ils ne pouvaient pas être renvoyés. Ils avaient un pouvoir incroyable. Mais le district nord de l'Illinois signifiait Chicago. Où est-ce le poste situé? Alia a demandé, même si elle le savait déjà. Chicago, Illinois. Le palais de justice est au centre-ville de Chicago. Alia est restée silencieuse un instant. Chicago, la ville où tout s'est effondré, la ville où Connor vivait, la ville où Patricia O'Brien vivait. Mademoiselle Johnson, David Martinez a demandé, « Êtes-vous toujours là? » « Oui, je suis ici. » Alia a dit, « Pouvez-vous me parler du processus? » « Bien sûr. Le président nomme les juges fédéraux. Le Sénat les confirme. Le processus prend plusieurs mois. Vous devrez soumettre des dossiers financiers, des échantillons d'écriture et subir des enquêtes de la part du FBI. Vous témoignerez devant le comité judiciaire du Sénat. C'est un processus approfondi.
Je comprends, Alia a dit. Êtes-vous intéressé? David Martinez a demandé. Alia y a pensé. Elle a pensé à porter la robe noire, à s'asseoir sur le banc, à avoir le pouvoir de décider des affaires, à la justice. Elle a pensé à Patricia O'Brien appelant l'immigration sur elle, à être interrogée alors qu'elle était enceinte, au système fédéral étant utilisé comme une arme. Maintenant, elle pouvait faire partie de ce système. Elle pouvait être celle qui avait le pouvoir. Oui, Alia a dit, je suis très intéressée. Excellent. Je vous enverrai les documents de candidature. Nous serons en contact bientôt. L'appel a pris fin. Alia s'est assise à son bureau. Chicago. Elle devrait déménager à Chicago. Elle devrait ramener Marcus, Mélez et Maya dans la ville où vivait leur père. Mais Connor ne les connaissait pas. Il ne les a jamais trouvés. Et Alia prévoyait de garder ça comme ça. Le processus de candidature a pris 3 mois. Alia a soumis des centaines de pages de documents, des déclarations de revenus des 10 dernières années, des relevés bancaires, des rapports de crédit, chaque affaire sur laquelle elle avait travaillé, des échantillons d'écriture de la faculté de droit et de son travail de procureur. Des agents du FBI sont venus à Milwaukee. Ils ont interrogé tous ceux qui connaissaient Alia, ses professeurs de droit, ses collègues du bureau du procureur des États-Unis, ses voisins et Dorothy. Ils ont posé des questions sur son caractère, sur son jugement, sur son équité. Tout le monde a dit la même chose. Alia Johnson était brillante. Elle était juste. Elle était dévouée. Elle ferait une excellente juge. En juillet, Alia s'est rendue à Washington, D.C. et a rencontré des avocats de la Maison-Blanche. La réunion a eu lieu au bâtiment du département de la justice. Le bâtiment était immense et formel. Alia portait son meilleur costume, bleu marine avec une blouse blanche. Elle portait un dossier en cuir. 3 avocats l'ont interrogée. Ils étaient assis à une longue table. Alia était assise en face d'eux. « Parlez-nous de votre philosophie judiciaire. » Un avocat a dit, « Je crois en l'application de la loi telle qu'elle est écrite. » Alia a dit, « Je crois que les juges doivent être justes envers toutes les parties, riches ou pauvres, puissantes ou impuissantes. Tout le monde mérite la justice. Parlez-nous d'une affaire difficile que vous avez traitée. » Un autre avocat a dit, « Alia leur a parlé de l'affaire d'immigration de Rosa du Honduras, de la façon dont la loi a été utilisée comme vengeance, de la façon dont elle a lutté pour maintenir une famille unie. Pourquoi voulez-vous être juge fédéral? » Le 3e avocat a demandé. Alia les a regardés tous les 3. Elle a dit la vérité. Il y a 7 ans, j'ai été faussement signalée à l'ICA alors que j'étais enceinte de 6 mois. Des agents fédéraux sont venus à mon appartement à 6 heures du matin. Ils m'ont interrogé pendant 10 heures. Ils m'ont traité comme une criminelle alors même que j'étais innocente. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Les avocats ont écouté attentivement. Je comprends ce que cela signifie quand la loi est utilisée comme une arme contre des personnes innocentes. Alia a continué. Je comprends ce que l'injustice réelle ressent. Cette expérience m'a appris que les juges ont un pouvoir incroyable. Le pouvoir d'aider ou le pouvoir de blesser. Je veux utiliser ce pouvoir pour m'assurer que tout le monde ait un procès équitable, peu importe qui ils sont. Un avocat a pris des notes, un autre a hoché la table. L'entretien a duré 6 heures. Ils ont posé des questions sur ses affaires, sur son éducation, sur la façon dont elle a élevé 3 enfants seuls tout en allant à la faculté de droit. À la fin, ils l'ont remercié. Ils ont dit qu'ils resteraient en contact. 6 mois après son premier appel téléphonique, le président a annoncé la nomination d'Alia. C'était aux nouvelles. Le titre disait « Le président nomme une mère célibataire de 34 ans à la Cour fédérale ». Des journalistes ont appelé Alia. Ils voulaient des interviews. Ils voulaient son histoire. Elle a accepté quelques interviews. Elle leur a parlé d'élever des triplés seuls, de travailler de nuit tout en allant à la faculté de droit, de se battre pour la justice. Le Sénat a programmé des auditions de confirmation pour octobre. Alia s'est de nouveau rendue à Washington, D.C. Cette fois, tante Dorothy est venue avec elle.
Marcus, Miles et Maya sont restés avec Madame Chen à Milwaukee. L'audition a eu lieu dans une grande salle du bâtiment du Sénat. Les sénateurs étaient assis sur une estrade surélevée. Alia était assise à une table face à eux. Des caméras filmaient tout. Des gens remplissaient la salle en regardant. Le sénateur Williams de l'Illinois est parlé le premier. Mademoiselle Johnson, merci d'être ici aujourd'hui. Dites-nous pourquoi vous voulez être juge fédéral. Alia a raconté son histoire à nouveau à propos des agents de l'ICA, de la faculté de droit, de son dossier parfait en tant que procureur, de sa compréhension de la justice. Le sénateur Martinez du Texas a demandé « Certaines personnes disent que vous êtes trop jeune pour être juge fédéral. Vous n'avez que 34 ans. Que dites-vous à cela? » Je dis que l'âge ne détermine pas la sagesse. Alia a répondu « L'expérience détermine la sagesse. J'ai vécu des choses que la plupart des gens ne vivront jamais. Je me suis battu pour tout ce que j'ai. Cette expérience fait de moi une meilleure juge. » Le sénateur Chen de Californie a posé des questions sur ses affaires, sur son raisonnement juridique, sur les décisions spécifiques qu'elle prendrait. Alia a répondu à chaque question avec précision. Elle était calme. Elle était intelligente. Elle était impressionnante. L'audition a duré 4 heures. Quand elle s'est terminée, le sénateur Williams a dit « Merci, mademoiselle Johnson. Le comité votera la semaine prochaine. » Le comité judiciaire du Sénat a voté en premier. Ils ont approuvé sa nomination par un vote de 15 contre 7. Puis le Sénat au complet a voté. Alia a regardé le vote à la télévision dans son bureau de Milwaukee. Dorothy était assise à côté d'elle. Elle se tenait les mains. Le vote final a été de 68 contre 32. Alia Johnson a été confirmée comme juge fédéral. Alia s'est levée. Dorothy l'a serrée dans ses bras. Elles ont toutes les deux pleuré. « Tu l'as fait. » Dorothy a dit « Tu l'as vraiment fait. » Cette nuit-là, Alia a dit à Marcus, Miles et Maya qu'ils déménageaient à Chicago. « Pourquoi? » Marcus a demandé. Il était assis sur le canapé. Miles et Maya étaient assis à côté de lui. « Parce que maman a un travail important à faire, » Alia a dit. Elle s'est agenouillée devant eux. « Maman va être juge. Cela signifie que j'aide à m'assurer que les gens sont traités équitablement. »« Qu'est-ce qu'un juge? » Maya a demandé. Un juge est une personne qui s'assied dans une salle d'audience et prend des décisions concernant la loi, Alia a expliqué. C'est un travail très important. Devrons-nous changer d'école? Miles a demandé. Oui, ici. Alia a dit, mais vous vous ferez de nouveaux amis et nous aurons un bel endroit où vivre. Marcus avait l'air inquiet. J'aime bien ici. Je sais, bébé, Alia a dit. Elle a touché son visage. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. 2 semaines plus tard, Alia a prêté serment en tant que l'honorable juge Alia Johnson de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois. La cérémonie a eu lieu à Chicago. Elle a porté une robe noire pour la première fois. Elle a posé sa main sur une Bible et a prêté serment. Je jure solennellement que j'administrerai la justice sans égard aux personnes et que je rendrai justice égale aux pauvres et aux riches, a-t-elle dit. Après la cérémonie, Alia s'est tenue dans ses nouvelles chambres. Le bureau avait des meubles en bois foncé et des étagères pleines de livres de droit. Une grande fenêtre donnait sur le centre-ville de Chicago. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle a regardé la ville. Il y a 7 ans, elle a quitté Chicago sans abri et enceinte. Des agences fédéraux l'avaient interrogée. Patricia O'Brien avait essayé de la détruire. Maintenant, elle était de retour, mais pas en tant que victime, en tant que juge fédéral, en tant que l'une des personnes les plus puissantes du système juridique. Elle a touché la robe noire qu'elle portait. Elle a pensé à la justice. Au matin où les agents de l'ICA ont frappé à sa porte, à être assise dans cette salle d'interrogatoire froide. C'est pour moi, elle a chuchoté. C'est pour chaque personne qui a été traitée injustement. Ce soir-là, Alia est rentrée chez elle dans son nouvel appartement à Hyde Park.
Elle a loué un appartement de 3 chambres loin de Lincoln Park, loin de l'endroit où vivait la famille O'Brien. Elle ne voulait pas voir accidentellement Connor ou Patricia. Marcus, Miles et Maya attendaient. Madame Chen était restée avec eux. Elle avait pris l'avion pour Chicago pour aider au déménagement. « Êtes-vous devenu juge aujourd'hui? » Maya a demandé. « Oui, bébé. » Alia a dit. « Aujourd'hui, je suis devenu juge. » Alors qu'elle regardait de vieilles photos en emballant des cartons à Milwaukee, elle a trouvé une photo d'elle et Connor d'il y a 7 ans. Ils souriaient. Ils avaient l'air heureux. Ils semblaient avoir un avenir. Elle a tenu la photo pendant longtemps, puis elle l'a mise dans une boîte. Elle s'est demandé si Connor vivait toujours à Chicago. Elle s'est demandé à quoi il ressemblait maintenant. Elle s'est demandé s'il pensait jamais à elle. Mais cela n'avait plus d'importance. Cette vie était partie. Elle avait bâti une nouvelle vie sans lui. 3 semaines plus tard, Alia a commencé son premier jour en tant que juge fédéral. C'était un mardi matin de novembre, froid et gris dehors. Et elle s'est réveillée à 5h30 du matin. Elle s'est habillée dans sa chambre, costume gris foncé, blouse blanche, chaussures noires. Elle est allée à la cuisine et a fait du café. Marcus, Miles et Maya dormaient encore. Madame Chen viendrait à 7h pour les emmener à leur nouvelle école. Alia a conduit au palais de justice fédéral Everett McKinley Dirksen au centre-ville de Chicago. Le bâtiment était massif, pierre grise, haute colonne. Il avait l'air puissant et froid. Elle s'est garée dans le garage souterrain. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Ses chambres étaient au bout du couloir. Son nom était sur la porte, l'Honorable Alia Johnson. Elle est entrée. La robe noire de son juge était accrochée à un crochet derrière la porte. Elle l'a mise. Elle s'est regardée dans le miroir. Il y a 7 ans, des agents fédéraux l'avaient interrogée dans un bâtiment comme celui-ci. Ils l'avaient fait se sentir petite et impuissante. Maintenant, elle portait la robe. Maintenant, elle avait le pouvoir. Sa première affaire de la journée était une cérémonie de naturalisation. 20 personnes devenaient citoyens des États-Unis. C'était un événement cérémonial, une occasion joyeuse. Des familles sont venues regarder. Son greffier lui a donné la liste des noms. Alia l'a parcouru. Kevin O'Brien. Son cœur s'est arrêté. O'Brien, le nom de famille de Connor. Elle a fixé le nom, Kevin O'Brien. Ce doit être un parent et un cousin peut-être. Connor avait mentionné un cousin d'Irlande une fois. Alia a pensé à se récuser, a demandé à un autre juge de faire la cérémonie, mais elle a décidé de ne pas le faire. Elle n'avait rien fait de mal. Elle conduirait la cérémonie professionnellement. De l'autre côté de la ville, à Lincoln Park, Connor O'Brien s'est réveillé dans son appartement. C'était aujourd'hui la cérémonie de citoyenneté de son cousin Kevin. Kevin était le fils du frère de son père. Kevin est venu aux États-Unis d'Irlande il y a 15 ans. Il travaillait comme chef de chantier. Il a rencontré une femme américaine et s'est marié. Maintenant, il devenait citoyen. Toute la famille allait le soutenir. La mère de Connor, Patricia, a insisté pour venir même si elle ne se sentait pas bien. Patricia avait 68 ans maintenant. Elle souffrait d'hypertension artérielle. Elle prenait des médicaments tous les jours. La sœur de Connor, Rachel, venait avec son mari David. Ils ont tous convenu de se rencontrer au palais de justice à 9h30 du matin. Connor s'est habillé. Costume bleu marine, chemise blanche, cravate bleue. Il avait l'air fatigué. Il avait toujours l'air fatigué maintenant. Il a conduit jusqu'à la maison de sa mère pour la chercher. Patricia attendait sur le porche. Elle portait une robe vert foncé et un manteau de laine. Elle tenait son sac à main des 2 mains. « Bonjour, maman », Connor a dit. « Bonjour », Patricia a dit. Elle est montée dans la voiture. « J'espère que cela ne prendra pas trop de temps. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur à midi. » Ils ont conduit au centre-ville en silence. Connor a allumé la radio. De la musique classique jouait. Patricia a regardé par la fenêtre. Ils sont arrivés au palais de justice à 9h25. Rachel et David étaient déjà là. Kevin était là avec sa femme Emma. Tout le monde est passé par la sécurité.
Ils ont mis leurs sacs et téléphones dans des bacs. Ils ont traversé des détecteurs de métaux. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Un huissier les a dirigés vers la salle d'audience 4B. Ils sont entrés. La salle d'audience était formelle et sérieuse. Du bois sombre partout. Un drapeau américain se tenait dans le coin. Le banc du juge était à l'avant de la salle. Il était surélevé pour que le juge puisse regarder tout le monde. Des rangées de bancs en bois faisaient face au banc du juge. La famille O'Brien s'est assise au 5e rang. Patricia s'est assise à côté de Connor. Rachel et David se sont assis de l'autre côté de Connor. Kevin et Emma se sont assis au 2e rang avec les autres personnes devenant citoyens. Patricia a regardé autour de la salle d'audience. « Je déteste ces endroits », elle a dit doucement. « Pourquoi ?» Connor a demandé. « Ils me rendent nerveuse », Patricia a dit. Ses mains tremblaient. Elle a serré plus fort son sac à main. À 10h, un huissier est entré par une porte latérale. C'était un homme grand avec une voix profonde. « Levez-vous », l'huissier a dit fort. L'honorable juge Elia Johnson préside. Tout le monde dans la salle d'audience s'est levé. La porte derrière le banc du juge s'est ouverte. Une femme en robe noire est entrée. Elle a monté les marches jusqu'au banc. Elle s'est assise dans la grande chaise en cuir. Connor a levé les yeux vers la juge. Le temps s'est arrêté. C'était Alia. Alia. Le dossier de Connor est tombé de ses mains. Des papiers se sont éparpillés sur le sol. Ses genoux sont devenus faibles. Il a saisi le banc devant lui pour rester debout. « Connor », Rachel a chuchoté, « qu'est-ce qui ne va pas ?» Connor ne pouvait pas parler. Il fixait Alia. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus courts. Elle était plus mince, mais c'était définitivement elle. Rachel a regardé la juge. Sa bouche s'est ouverte. Elle a reconnu Alia sur des photos que Connor lui avait montrées des années auparavant. Patricia a regardé la juge. Elle a fixé le visage d'Alia. Le visage de Patricia est devenu complètement blanc. Elle a saisi la coudoir du banc. Elle ne pouvait pas respirer correctement. Elia a vu la famille O'Brien. Elle a vu Connor. Elle a vu Patricia. Pendant une seconde, ses mains ont tremblé. Elle les a posées à plat sur le banc pour que personne ne voie. Puis elle a pris une profonde inspiration. Sa formation a pris le dessus. Elle ne montrerait pas de faiblesse. Pas ici. Pas maintenant. Veuillez vous asseoir, Alia a dit. Sa voix était claire et forte. Tout le monde s'est assis. Connor regardait toujours. Il ne pouvait pas détourner le regard. Alia a ouvert la cérémonie. Elle a parlé de la signification de la citoyenneté, des responsabilités et des droits, du serment qu'ils étaient sur le point de prêter. Marcus, Miles et Maya étaient assis au premier rang. Madame Chen était assise entre eux. Les enfants portaient de beaux vêtements. Marcus portait une chemise boutonnée et un pantalon kaki. Miles portait le même. Maya portait une robe bleue. Ils ont souri à leur mère. Ils étaient fiers d'elle. Marcus a chuchoté « Salut, maman ». Il l'a dit assez fort pour que les gens à proximité l'entendent. Plusieurs personnes dans la salle d'audience ont regardé les 3 enfants. Ils ont remarqué leur peau légèrement brune, leurs yeux bleus brillants, leurs cheveux roux bouclés. Connor a vu les enfants, il les a fixés. Son cerveau ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait. Ses enfants avaient des yeux bleus. Ses yeux bleus, la même nuance exacte. Ses enfants avaient les cheveux roux. Ses cheveux roux, bouclés et brillants. Il a compté dans sa tête. 7 ans depuis qu'Alia a disparu. Ses enfants avaient l'air d'avoir environ 6 ans, peut-être 7. Sa poitrine s'est serrée. Il ne pouvait pas respirer. Kevin s'est penché vers Connor. Il a chuchoté « Ces enfants te ressemblent exactement ». Connor a continué à fixer Marcus, Miles et Maya. Il a vu son propre visage dans leur visage, ses yeux, ses cheveux, même la forme de leur nez. Rachel l'a vu aussi. Elle a saisi le bras de Connor. « Oh mon Dieu !» elle a chuchoté. Patricia a vu les enfants. Elle a compris immédiatement. Alia était enceinte quand les agents de l'immigration sont venus. Alia a gardé les bébés. C'étaient ses petits-enfants.
3 petits-enfants qu'elle n'a jamais rencontrés. 3 petits-enfants qui ne savaient pas qu'elle existait. Patricia a ressenti une douleur dans sa poitrine, aiguë et brûlante. Elle ne pouvait pas respirer correctement, mais elle n'a rien dit. Alia a dirigé toute la cérémonie sans regarder Connor ou Patricia. Elle a appelé le nom de chaque nouveau citoyen. Ils sont venus un par un. Ils se sont tenus devant le banc. « Veuillez lever votre main droite », Alia a dit. Kevin et les 19 autres personnes ont levé leur main droite. Alia a administré le serment de citoyenneté. Ils ont répété après elle « Je déclare par la présence sous serment que je renonce absolument et entièrement et abjure toute allégeance à tout État étranger, que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis d'Amérique. » La voix de Kevin était fière et forte. Il souriait. C'était un jour important pour lui. Après le serment, Alia a signé les certificats de citoyenneté. Elle a de nouveau appelé chaque personne. Elle leur a serré la main. Elle les a félicités. « Félicitations, Monsieur O'Brien. » Alia a dit à Kevin. Sa voix était professionnelle. Elle a regardé Kevin dans les yeux. Elle n'a pas regardé au-delà de lui, là où Connor était assis. « Merci, Votre Honneur. » Kevin a dit. La cérémonie a pris fin après 45 minutes. Alia s'est levée. « Levez-vous, l'huissier a dit. » Tout le monde s'est levé. Alia est sortie par la porte derrière le banc. Elle a disparu. Connor est resté figé. Il a fixé la porte où Alia était partie. Son esprit s'emballait. Alia était ici à Chicago. Elle était juge fédérale. Elle avait 3 enfants qui lui ressemblaient exactement. 3 enfants. Patricia s'est effondrée sur son siège. La douleur dans sa poitrine était pire. Elle avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur. Elle ne pouvait plus respirer. « Maman », Rachel a dit. Elle a remarqué le visage gris de sa mère. « Ça va? »« J'ai besoin d'air, » Patricia a dit. Sa voix était faible. Rachel a aidé Patricia à se lever. Elles ont marché lentement hors de la salle d'audience. David a aidé. Elles sont allées dans le couloir. Patricia s'est assise sur un banc dans le couloir. Elle a baissé la tête. Elle a essayé de respirer. Rachel s'est agenouillée devant sa mère. « Devrions-nous appeler une ambulance? »« Non, » Patricia a dit. « J'ai juste besoin d'1 minute. » Mais Rachel savait. Elle a vu le visage de sa mère. Elle a vu la peur dans les yeux de Patricia. Quelque chose de terrible était sur le point de sortir. Connor était resté dans le couloir de la salle d'audience. Il ne pouvait pas partir. Il avait besoin de voir Alia. Il avait besoin de lui parler. Il avait besoin de savoir pour ses enfants. Kevin est sorti avec Emma. Il a serré Connor dans ses bras. « Merci d'être venu, cousin. »« Ouais, » Connor a dit. Sa voix semblait lointaine. « Félicitations. »« Cette juge était intense, » Kevin a dit. « Mais juste. » Connor n'a pas répondu. Il a continué à regarder la porte en attendant. Après 30 minutes, Alia est sortie par une porte latérale. Elle portait des vêtements ordinaires maintenant, un costume gris, une blouse blanche. Elle tenait les mains de Marcus et Miles. Maya tenait la main de Madame Chen. Connor les a vus arriver dans le couloir. Il a commencé à marcher vers eux. Ses jambes se sont senties faibles, mais il a continué à marcher. Il s'est arrêté à 3 pieds d'Alia. « Alia », il a dit. Sa voix s'est brisée sur son nom. Alia a arrêté de marcher. Les enfants ont levé les yeux vers cet étranger. Madame Chen a tiré Maya plus près. Connor s'est agenouillé. Il était maintenant à la hauteur des yeux des enfants. Des larmes ont rempli ses yeux. Il a regardé Marcus, puis Miles, puis Maya. Il se voyait dans chaque trait, les yeux, les cheveux, les taches de rousseur sur leur nez. « Qui êtes-vous? » Marcus a demandé. Sa voix était sérieuse. Connor a essayé de parler, mais il pleurait. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Alia a parlé. Sa voix était froide et stable. « C'est Connor O'Brien. C'est votre père. » Les mots ont frappé Connor comme un coup de poing physique. Père. Il était leur père. Il avait 3 enfants. 3 enfants qui ont grandi sans lui.
3 enfants dont il n'a jamais su l'existence. Miles s'est approché de Connor. Il a regardé attentivement le visage de Connor. « Pourquoi n'étiez-vous pas là avant? » La gorge de Connor était serrée. Il ne pouvait pas parler. Il a juste secoué la tête. Maya s'est cachée derrière Madame Chen. Elle avait peur de cet homme qui pleurait. Marcus a fixé Connor. « Avons-nous fait quelque chose de mal? C'est pour ça que vous ne vouliez pas nous rencontrer? » « Non, Connor a finalement dit. Sa voix était brisée. « Non, vous n'avez rien fait de mal. Je ne savais pas pour vous. Je ne savais pas que vous existiez. » Il a levé les yeux vers Alia. « Comment? Pourquoi? » Rachel est apparue derrière Connor. Elle a vu les enfants. Elle a vu leur visage. Elle a commencé à pleurer aussi. Patricia était toujours assise sur le banc plus loin dans le couloir. Elle regardait tout. Elle ne pouvait pas bouger. Sa poitrine lui faisait mal. Ses mains tremblaient. « Ce sont mes enfants », Alia a dit. Sa voix était froide et contrôlée. Marcus, Milchis, Maïsa et Maya, ils ont 6 ans. Connor s'est levé lentement. 6 ans, vous étiez enceinte quand vous avez disparu. Oui. Alia a dit, pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Alia a regardé directement Connor. Ses yeux bruns étaient durs. 3 jours après avoir dit à votre mère que j'étais enceinte, des agents de l'immigration sont venus à mon appartement à 6 heures du matin. Ils m'ont interrogé pendant 10 heures. Ils m'ont traité comme une criminelle. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon emploi. Mon nom est entré dans une base de données fédérale. Le visage de Connor a montré de la confusion. Je ne comprends pas quels agents d'immigration. Quelqu'un a appelé l'ICA et m'a signalé comme une immigrante illégale. Alia a dit, chaque mot était tranchant et clair. Quelqu'un leur a donné mon adresse. Quelqu'un a menti et a dit que j'utilisais de faux documents. J'étais enceinte de 6 mois, Connor. J'ai dû prouver que j'étais citoyenne des États-Unis tout en portant vos 3 bébés. Connor s'est retourné et a regardé sa mère. Patricia était assise sur le banc. Son visage était gris. Elle ne voulait pas croiser son regard. « Maman », Connor a dit. Sa voix était calme mais dangereuse. « As-tu fait ça? » Patricia n'a pas répondu. Connor est marché vers sa mère. « As-tu appelé l'immigration sur Alia alors qu'elle était enceinte? » Rachel se tenait à côté de Patricia. Elle a regardé le visage de sa mère. Elle a vu la culpabilité y écrite. « Oh mon Dieu, » Rachel a chuchoté. « Maman, tu n'as pas. » Patricia a finalement parlé. Sa voix était faible et tremblante. « Je te protégeais. Je protégeais notre famille. » Connor a arrêté de marcher. Il a fixé sa mère. « Tu protégeais notre famille. Tu as détruit notre famille. Tu m'as enlevé mes enfants. Tu as enlevé 6 ans. » Des gens dans le couloir se sont arrêtés pour regarder. Des agents de sécurité du tribunal se sont rapprochés au cas où il y aurait des problèmes. Alia a parlé à Madame Chen. « Emmenez les enfants en bas. Donnez-leur du jus de la cafétéria. Je vous retrouverai là-bas dans 15 minutes. » Madame Chen a hoché la tête. Elle a pris les mains des enfants. « Venez, bébé, allons prendre une collation. »« Mais maman, » Marcus a commencé. « Allez avec Madame Chen. » Alia a dit fermement. « Je serai là bientôt. » Madame Chen a conduit les 3 enfants à l'ascenseur. Ils continuaient de regarder leur mère, l'homme qui pleurait, la femme aux cheveux gris sur le banc. Une fois les enfants partis, Alia s'est approchée de Patricia. Elle s'est tenue directement devant elle. Alia était debout. Patricia était assise. Alia l'a regardée de haut. « Vous avez appelé des agents fédéraux sur une femme noire enceinte parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée de petits-enfants métis. » Alia a dit. Sa voix était calme, mais tout le monde pouvait l'entendre. « Vous avez transformé le système d'immigration en arme parce que vous êtes raciste. Dites-le à voix haute, Patricia. Dites à Connor ce que vous avez fait. » Patricia a essayé de se lever, mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle s'est penchée. Elle a commencé à tousser. « Maman, » Rachel a dit. Elle avait peur maintenant. Le visage de sa mère devenait bleu. Patricia ne pouvait pas reprendre son souffle. Elle a saisi son bras gauche. La douleur se propageait.
Appelez le 911, Rachel a crié. Elle a fait une crise cardiaque. Un agent de sécurité a accouru. Il a appelé à l'aide sur sa radio. En moins de 2 minutes, les ambulanciers sont arrivés. Ils étaient en bas dans le bâtiment pour une autre urgence. Les ambulanciers ont mis Patricia sur une civière. Ils lui ont mis un masque à oxygène sur le visage. Ils ont vérifié son rythme cardiaque et sa tension artérielle. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Un ambulancier a dit, Rachel est montée dans l'ambulance avec sa mère. Connor, tu viens? Connor est resté dans le couloir. Il a regardé l'ambulance. Il a regardé Alia. Il n'a pas bougé. Connor, Rachel a crié, c'est notre mère. Elle a détruit ma vie, Connor a dit. Sa voix était plate et vide. Elle m'a pris mes enfants. Les portes de l'ambulance se sont fermées. Elle est partie, sirène hurlante. Connor l'a regardé partir. Il ne ressentait rien pour sa mère. Aucune inquiétude, aucun souci, juste une colère froide. David, le mari de Rachel, se tenait à proximité. Il ne savait pas quoi faire. Je devrais aller à l'hôpital, il a dit doucement. Il est parti. Kevin et Emma se tenaient plus loin dans le couloir. Ils ont tout vu. Kevin s'est approché de Connor. Cousin, que s'est-il passé? Kevin a demandé. Connor n'a pas pu expliquer. Il a juste secoué la tête. Hetched. Kevin et Emma sont partis tranquillement. Maintenant, il n'y avait plus que Connor et Alia dans le couloir. Des agents de sécurité du tribunal se tenaient à distance, les observant. Connor s'est tourné vers Alia. Je suis tellement désolé pour tout. Vos excuses ne changent rien. Alia a dit, j'ai élevé 3 enfants seuls. Je suis allé à la faculté de droit tout en travaillant de nuit dans une épicerie. J'avais $5 pour la nourriture certains jours. J'ai accouché seul. J'ai tout fait seul pendant que vous viviez dans votre appartement de luxe. Je vous ai cherché, Connor a dit. J'ai embauché des enquêteurs. J'ai cherché partout. Vous n'avez pas assez cherché, Alia a dit. Sa voix était tranchante. Parce que si vous aviez vraiment voulu me trouver, vous l'auriez fait. Connor n'avait pas de réponse à cela. Elle avait raison. Je ne savais pas que ma mère avait fait cela. Connor a dit, vous devez me croire. Si j'avais su quoi, Alia l'a interrompu. Qu'auriez-vous fait? Vous ne vous êtes jamais opposé à votre mère auparavant. Vous l'avez laissé dire des choses terribles sur moi. Vous l'avez laissé me traiter mal. Vous vouliez que tout le monde s'entende. Vous étiez faible alors, et vous êtes probablement faible maintenant. Chaque mot a blessé Connor, mais ils étaient vrais. Il était faible. Il a choisi l'approbation de sa famille plutôt que de protéger Alia. Il l'a déçu. S'il vous plaît, Connor a dit, laissez-moi les rencontrer correctement. Laissez-moi faire partie de leur vie. Ce sont mes enfants aussi. Ce sont mes enfants. Alia a dit, c'est moi qui les ai nourris quand ils étaient bébés. C'est moi qui suis resté debout toute la nuit quand ils étaient malades. C'est moi qui leur ai lu des histoires et les ai emmenés à l'école et leur ai construit une vie. Vous n'êtes qu'un étranger qui partage leur ADN. Mais je veux les connaître, Connor a dit. Je veux être leur père. Alia est restée silencieuse un long moment. Elle a regardé Connor. Elle a vu l'homme qu'elle aimait il y a 7 ans. Mais cet homme était parti. Cet homme devant elle était un étranger aussi. J'y penserai, Alia a finalement dit. Mais si je vous permets de les voir, ce sera à mes conditions. Comprenez-vous? Oui, Connor a dit. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. J'ai bâti une vie réussie sans la famille O'Brien. Alia a dit, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Mais Marcus, Miles et Maya méritent de connaître leur père. Donc, je considérerai de vous laisser rentrer dans leur vie. Pas pour vous, pour eux. Elle a commencé à marcher vers l'ascenseur. Alia, attends, Connor a dit. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. M'avez-vous déjà aimé? Connor a demandé. Alia est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit, j'aimais la personne que je pensais que vous étiez.
Mais cette personne n'existait pas. Le vrai vous a laissé votre mère tout détruire. Le vrai vous était trop faible pour se battre pour nous. Elle a marché jusqu'à l'ascenseur et a appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes. Elle est entrée. Elle a regardé Connor une dernière fois. Si vous voulez faire partie de leur vie, vous devez prouver que vous êtes différente maintenant. Prouvez que vous êtes assez forte pour être leur père. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Connor est resté seul dans le couloir. Il a sorti son téléphone. Il a appelé le numéro de sa mère. Cela a abouti à la messagerie vocale. Il a appelé Rachel. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Comment va-t-elle » Connor a demandé. « Ils font des tests. » Rachel a dit « C'était une crise cardiaque, pas massive, mais grave. Connor, tu dois venir à l'hôpital. » « Non. » Connor a dit « C'est notre mère. » Rachel a dit qu'elle est la raison pour laquelle j'ai perdu 7 ans avec mes enfants. Connor a dit qu'elle a appelé l'immigration sur une femme enceinte. Elle est raciste et menteuse. J'en ai fini avec elle. Connor, je te parlerai plus tard, Connor a dit. Il a raccroché. Il s'est tenu dans le couloir vide du palais de justice. Il a pensé à Marcus, Miles et Maya, à leurs yeux bleus et leurs cheveux roux, aux 6 années d'anniversaire qu'il avait manqué. Premier pas, premier mot, premier jour d'école. Tout ça disparu à cause de sa mère. Il a pris une décision. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour faire partie de la vie de ses enfants. Il prouverait à Elliot qu'il n'était pas l'homme faible qu'il avait laissé tomber il y a 7 ans. Il se battrait cette fois, même si cela signifiait perdre toute sa famille, même si cela signifiait tout abandonner. Ses enfants passaient en premier. Cette nuit-là, Connor était assis seul dans son appartement. Il fixait son téléphone. Il a cherché en ligne des informations sur Alia. Il a trouvé des articles sur sa confirmation en tant que juge fédéral, des articles sur le fait qu'elle élevait des triplés seuls tout en allant à la faculté de droit, des articles la qualifiant de brillante et dévouée. Il a trouvé des photos de Marcus, Miles et Maya. Ils souriaient sur les photos. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient une bonne une vie qu'Alia avait construite sans lui. Connor a mis sa tête dans ses mains. Il a pleuré pour la 2e fois ce jour-là. Il a pleuré pour tout ce qu'il avait perdu, pour tout ce que sa mère lui avait pris. Puis il a arrêté de pleurer. Il a pris son téléphone. Il a appelé un avocat de la famille qu'il connaissait. Un bon avocat qui s'occupait des affaires de garde d'enfants. « C'est Connor O'Brien », il a dit quand l'avocat a répondu. « J'ai besoin de votre aide. Je viens de découvrir que j'ai 3 enfants de 6 ans. J'ai besoin de droits de garde légaux pour les voir. 3 mois se sont écoulés. C'était maintenant février. L'hiver de Chicago était froid et gris, mais les choses changeaient pour tout le monde. Patricia O'Brien était toujours à l'hôpital. Elle avait survécu à la crise cardiaque, mais sa santé était mauvaise. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale. Elle avait besoin de repos. Elle devait réduire le stress. Rachel rendait visite à sa mère tous les jours. Elle apportait des fleurs et des magazines. Elle essayait d'engager la conversation, mais Patricia était différente maintenant. Plus calme, plus triste. Connor a-t-il appelé? Patricia a demandé un après-midi. Elle était allongée dans son lit d'hôpital. Elle avait l'air petite et vieille. Non, maman, Rachel a dit. Elle avait répondu à cette question 20 fois. Il n'a pas appelé. Il me déteste? Patricia a demandé. Rachel ne savait pas comment répondre. Elle voulait dire non, mais elle ne pouvait pas mentir. Tu as fait quelque chose de terrible. Rachel a finalement dit. Tu as appelé l'immigration sur une femme enceinte. Tu lui as enlevé ses enfants pendant 7 ans. Oui, maman, il te déteste. Patricia a commencé à pleurer. Je pensais le protéger. Je pensais qu'elle n'était pas bien pour notre famille. Elle n'était pas mal, Rachel a dit. Sa voix était dure. Votre racisme était mauvais. Votre cruauté était mauvaise. Et maintenant, vous devez vivre avec ce que vous avez fait. Rachel a quitté l'hôpital ce jour-là et n'est pas revenue pendant une semaine. Elle était fatiguée de trouver des excuses pour sa mère. Elle était fatiguée des mensonges.
Connor a embauché une avocate nommée Jennifer Walsh. Jennifer avait 45 ans. Elle était spécialisée en droit de la famille. Elle était intelligente et dure. Racontez-moi tout, Jennifer a dit. Ils se sont assis dans son bureau au centre-ville. Connor lui a parlé d'Aaliyah, de la grossesse, de sa mère appelant l'immigration, des 7 années, du fait de découvrir qu'il avait 3 enfants. Jennifer a pris des notes. Avez-vous des preuves que vous êtes le père? Regardez-les, Connor a dit. Il a montré à Jennifer des photos du palais de justice ce jour-là. Des photos qu'il a prises sur son téléphone. Ils ont mes yeux, mes cheveux. Ils me ressemblent exactement. Nous aurons besoin de tests ADN, Jennifer a dit. Mais je vous crois. Que voulez-vous? Je veux les voir, Connor a dit. Je veux être leur père. Aaliyah Johnson est une juge fédérale. Jennifer a dit qu'elle avait du pouvoir. Elle avait de l'argent. Elle était leur seul parent depuis 7 ans. Ce ne sera pas facile. Je m'en fiche, Connor a dit. Déposez tous les papiers que vous devez déposer. Jennifer a déposé une requête pour des droits de garde légaux. Elle a demandé des droits de visite. Elle a demandé que Connor soit ajouté au certificat de naissance comme le père. 2 semaines plus tard, Aaliyah a reçu les documents juridiques dans ses chambres du palais de justice. Elle les a lus attentivement. Mais elle n'était pas surprise. Elle s'y attendait. Elle a appelé sa tante Dorothy. Connor veut des droits de garde, Aaliyah a dit. Que vas-tu faire? Dorothy a demandé. Je vais le laisser les voir. Aaliyah a dit, non pas parce qu'il le mérite, parce que Marcus, Miles et Maya méritent de connaître leur père. Êtes-vous sûr? Dorothy a demandé. Non, Aaliyah a dit honnêtement, mais c'est la bonne chose à faire. Elle a appelé l'avocate de Connor. Elle a dit qu'elle accepterait des visites supervisées tous les samedis, 2 heures. Madame Chen superviserait. Pas de visites de nuit. Pas encore. La première visite a eu lieu un samedi de mars. Connor devait venir chercher les enfants à 10 heures du matin. Aaliyah vivait à Hyde Park dans un bel immeuble d'appartement. Connor est arrivé à 9h55. Il était en avance. Il était nerveux. Il portait un ballon de football et 3 livres. Il ne savait pas ce que les enfants de 6 ans aimaient. Il a juste deviné. Aaliyah a ouvert la porte. Elle portait un jean et un pull. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Elle était magnifique. Le cœur de Connor est souffert en la regardant. Ils sont presque prêts, Aaliyah a dit. Elle ne l'a pas invité à entrer. Ils se sont tenus dans le couloir. Merci de me laisser les voir, Connor a dit. Aaliyah n'a rien dit. Marcus, Miles et Maya sont venus à la porte. Ils portaient des manteaux et des chapeaux d'hiver. Ils ont regardé Connor. Ils se sont souvenus de lui du palais de justice. L'homme qui a pleuré. Salut, Connor a dit. Sa voix tremblait. J'ai apporté un ballon de football et des livres. Je ne savais pas ce que vous aimiez. J'aime le basket, Miles a dit. J'aime les livres sur l'espace. Marcus a dit. Maya est juste fixée Connor. Elle tenait la main de sa mère. Madame Chen est venue à la porte. Elle portait une veste chaude. Je suis prête. Soyez sages, Aaliyah a dit aux enfants. Elle les a embrassés chacun. Je vous verrai dans 2 heures. Ils sont allés dans un parc près de l'appartement d'Aaliyah. Le parc avait une aire de jeu et des champs ouverts. Connor, Madame Chen et les 3 enfants ont marché ensemble. Madame Chen s'est assise sur un banc. Elle a regardé attentivement. Connor s'est assis sur l'herbe. Les enfants se tenaient à quelques mètres. Ils étaient nerveux. Puis-je vous poser quelques questions? Connor a dit. Je veux en savoir plus sur vous. Marcus s'est assis le premier, puis Miles. Maya est restée debout, mais s'est un peu rapprochée. Dans quelle classe êtes-vous? Connor a demandé. Première année, Marcus a dit, à l'école élémentaire Hamilton. Quel est votre sujet préféré? Connor a demandé. La lecture, Marcus a dit. J'aime les livres sur les planètes et les étoiles. J'aime les maths, Miles a dit, et la récréation. La récréation est la meilleure. Connor se sourit. Et vous, Maya, qu'est-ce que vous aimez? Maya est restée silencieuse un instant.
Puis elle a dit, « J'aime dessiner. Je dessine des images pour maman. Pouvez-vous me dessiner une image un jour? » Connor a demandé. Maya a hoché la tête. Ils ont parlé pendant 2 heures. Connor a posé des questions sur leurs plats préférés, leurs couleurs préférées, leurs amis à l'école. Il a écouté chaque mot. Il a mémorisé chaque détail. Miles a demandé, « Pourquoi avez-vous des cheveux roux comme nous? » « Parce que vous les avez de moi, et Connor a dit, « Et vous avez aussi vos yeux bleus de moi. » « Avons-nous eu quelque chose de maman? » Maya a demandé. « Vous avez votre beau sourire de votre maman. » Connor a dit, « Et votre intelligence. » Votre maman est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. À midi, Connor les a ramenés à l'appartement d'Alia. Madame Chen les a accompagnés à l'intérieur. Connor est resté dans le couloir. « Pouvons-nous vous revoir? » Miles a demandé avant d'entrer. « Oui, » Connor a dit, les yeux remplis de larmes. « Tous les samedis, je serai ici tous les samedis. » Les visites ont continué. Tous les samedis sans faute, pluie ou neige ou soleil. Connor est venu. Il a appris leur personnalité. Marcus était sérieux et réfléchi. Il posait des questions profondes. Miles était drôle et énergique. Il faisait rire tout le monde. Maya était calme et artistique. Elle remarquait tout. Connor apportait des choses qu'ils aimaient. Des livres sur l'espace pour Marcus. Un ballon de basket pour Miles. Des fournitures de dessin pour Maya. Lentement, les enfants ont commencé à lui faire confiance. Ils parlaient davantage. Ils riaient davantage. Ils se l'ont laissé entrer dans leur monde. 6 mois après la première visite, Alia a pris une décision. Connor pouvait emmener les enfants sans la supervision de Madame Chen. C'était un grand pas. Cela signifiait qu'Alia lui faisait confiance. Un samedi matin de septembre, Connor est venu chercher les enfants seuls. C'était juste lui et eux. « Où devrions-nous aller? » Connor a demandé. « Le lac, » Maya a dit. « Je veux voir le lac Michigan. » Ils ont conduit jusqu'au bord du lac. Ils ont marché le long de l'eau. La journée était ensoleillée et chaude. Il y avait des gens partout, faisant du jogging, du vélo, jouant. Connor leur a acheté de la crème glacée. Ils se sont assis sur l'herbe et l'ont mangé. Miles a eu du chocolat partout sur le visage. Marcus a mangé le sien lentement et attentivement. Maya a partagé le sien avec Connor. « Papa », Marcus a dit, c'était la première fois que l'un d'eux l'appelait ainsi. « Pouvez-vous venir à mon école pour la journée des parents le mois prochain? » Connor a cessé de respirer. « Papa. » Marcus l'a appelé. « Papa. »« Oui, Connor, chapi. »« Demain, oui, Connor a dit. Sa voix s'est brisée. « J'aimerais venir. » À la fin de la journée, Connor les a ramenés à la maison. Alia a ouvert la porte. Les enfants sont entrés en courant en parlant de leur journée. Connor et Alia se tenaient sur le seuil. « Merci, Connor a dit, de les laisser me connaître. » Alia l'a regardé. Son visage était illisible. « Je ne fais pas ça pour toi, Connor. Je fais ça pour eux. Ils méritent un père. » « Je sais, » Connor a dit, « et je passerai le reste de ma vie à prouver que je peux être le père qu'ils méritent. » Alia a fermé la porte sans rien dire d'autre. Connor a marché jusqu'à sa voiture. Il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 7 ans. De l'espoir. À l'intérieur de l'appartement, Marcus est venu se tenir à côté de sa mère. Elle était à la fenêtre, regardant Connor s'éloigner en voiture. « Maman, penses-tu que papa est une bonne personne? » Marcus a demandé. Alia a réfléchi attentivement avant de répondre. « Je pense que votre papa a fait de mauvais choix. Mais je pense aussi que les gens peuvent changer s'ils essaient assez fort. Le temps me le dira. » Cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher, Alia s'est assise à son bureau. Elle a ouvert son journal. Elle a écrit « Il y a 7 ans, Patricia O'Brien a essayé de me détruire. Elle a utilisé le racisme et la cruauté comme arme. Elle pensait que je disparaîtrais. Elle pensait que je me briserais. Mais je ne me suis pas brisée. Je suis devenue plus forte. Je suis devenue puissante.
Maintenant, je suis assise dans une salle d'audience fédérale et je décide des questions de justice. Mes enfants sont en bonne santé et aimés. J'ai survécu. C'est la plus grande victoire. Elle a fermé le journal. Elle a marché jusqu'à la chambre des enfants. Elle a regardé Marcus, Miles et Maya dormir dans leur lit. Ils étaient en sécurité. Ils étaient heureux. Ils étaient à elle. Elle a pensé au matin où les agents de l'ICE ont frappé à sa porte, au fait d'être assise dans cette salle d'interrogatoire froide, au fait d'être traitée comme une criminelle alors qu'elle était enceinte. C'était il y a 7 ans. Cette femme terrifiée et impuissante était partie. Maintenant, elle portait une robe noire. Maintenant, elle avait l'autorité. Maintenant, elle décidait qui avait raison et qui avait tort dans sa salle d'audience. Le lendemain matin, Alia est entrée dans sa salle d'audience au palais de justice fédérale. Elle portait sa robe de juge. Elle a monté les marches jusqu'au banc. Elle s'est assise dans le fauteuil en cuir. Elle a regardé les gens qui attendaient. Des avocats en costume, des accusés menottés, des témoins prêts à témoigner. Tout le monde attendait la justice. Elle a ramassé son marteau. Elle l'a tenu un instant. Ce petit marteau en bois représentait le pouvoir d'aider ou le pouvoir de nuire, le pouvoir de protéger l'innocent ou de punir le coupable. Elle utiliserait ce pouvoir avec soin. Elle l'utiliserait équitablement. Elle se souviendrait de ce que cela faisait d'être impuissante. Et elle s'assurerait que personne dans sa salle d'audience ne serait traité comme elle l'avait été il y a 7 ans. Levez-vous, l'huissier a dit. La cour est maintenant en session. L'honorable juge Alia Johnson préside. Tout le monde s'est levé. Alia a abaissé le marteau. Le son a résonné dans la salle d'audience. Vous pouvez vous asseoir, elle a dit. Commençons. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, je suis sûr que vous allez adorer la prochaine. Ne perdez pas de temps. Cliquez simplement sur l'écran